Bon, très clairement, on arrive à la fin du monde, ou plus exactement, la fin d'un monde, celui tel qu'on le connaît aujourd'hui. Comme les Grecs, comme les Romains ont connu leur fin, la nôtre approche. La date, 2050. 550 ans, c'est la durée d'un cycle. Et c'est très précis. What the fuck. La personne qui en parle, c'est François Denis. François Denis, pour te décrire le personnage, c'est la personne qui part en prépa, haute prépa, tu vois, pour l'apéro, et qui décide d'aller faire des grandes études, notamment à New York. Et en fait, le mec, il a tellement de temps libre, parce que c'est une tronche de l'espace, qui va développer des business, dont un qui va faire qu'avant ses 30 ans, il va être libre financièrement, c'est-à-dire qu'il a un patrimoine à 7 chiffres. Ce mec-là, François Denis, il est à la tête d'un média et d'une entreprise qui fait de la gestion de patrimoine, et c'est lui qui nous explique la situation dans laquelle on s'adresse, ce moment où la spiritualité vient rencontrer l'investissement. C'est dans le programme. Donc je m'étais dit, j'ai 5 ans pour investir massivement, commencer à entreprendre, et je savais que j'allais être tranquille parce que j'allais pas le dire à mes parents. D'ailleurs, c'est un petit conseil, entre parenthèses, que je donne souvent aux plus jeunes. Laissez les résultats parler par eux-mêmes et ne commencez pas trop à le dire, enfin pas trop de manière précoce. Toi. Et de commencer à entreprendre. Au début, comme tout le monde d'ailleurs, rarement ça réussit du premier coup, rarement tu as des résultats de suite, hein, même si avec le recul, j'ai quand même eu des résultats de manière assez rapide. Et de jamais tomber dans la case salariat, rat race pour reprendre un terme qui est assez connu, et me dire que même si je roule pas sur l'or, ça je m'en fous totalement, et je vais pouvoir faire surtout ce que je veux, quand je veux et où je veux. Donc ça c'était la stratégie, un peu à l'inverse des Américains, toi, où ils disent brûler les bateaux, on s'en fout, on entreprend de suite, il n'y a pas de plan B, il faut que ça réussisse, sinon en fait tu n'as pas de plan B tout simplement. Ouais. Attends, je t'interromps là, ça veut dire qu'en même temps que tu faisais tes études, tu développais une activité à côté? Tout à fait. Okay. Même techniquement, ma première boîte, si je puis dire, c'était avec un projet de l'école. C'est en école d'ingé. Des fois, ils t'imposent des projets qui, si ça avance bien, tu peux le continuer par toi-même. Avec des incubateurs. En plus, moi, j'avais la chance, dans mon école, il y avait une junior entreprise, ce qu'il y a dans quelques écoles. Et c'était, et ce qui est d'ailleurs toujours le cas, la seule école qui avait été fondée à 100% par des industriels. Il y avait Renault, il y avait EDF, c'était la seule école qui avait été fondée, donc il y avait beaucoup d'intervenants extérieurs, mais toujours dans un moule quand même pour devenir ingénieur, tu vois ce que je veux dire. Donc ma première expérience, c'était un projet d'école. Et après, à côté, effectivement, j'avais des side business, des side projects, pour reprendre des termes pas du tout franco-français, pour me dire, non, faut que j'avance, il faut que je fasse mon truc, en voulant faire l'opposé de ce que faisaient mes parents. Okay. Il fallait que je sois ingénieur comme mon père, et j'avais pas d'autre choix. C'est un peu comme t'es avocat, faut que tu deviennes avocat, t'es médecin, tu vas devenir médecin. Il fallait que ça soit comme ça, toi. Et sur plein d'autres aspects, il fallait que je fasse telle chose sur le perso, il fallait que je fasse telle chose dans le pro. Et moi, je voulais faire l'opposé. Je voulais pas la vie de mon père, me lever le matin, faire 40 ans dans la même boîte. Et plus, il y a des moments un peu dépressifs. C'était quoi son taf ? En plus, il était ingénieur en informatique. Okay. Chez Orange, France Télécom. Je ne sais pas si tu te souviens des vagues de suicides dans les années 2000. Moi, je voyais ça, je me disais, pourquoi tu veux que je fasse comme toi alors que tu as une vie de merde, en fait, au-delà du salariat, parce qu'il y a des gens qui s'épanouissent dans le salariat. Mais là, c'était, non, en fait, c'est pas possible. Je le voyais presque pas. Moi, je voulais plusieurs enfants. J'ai dit, non, c'est pas possible. Donc, je voulais l'opposer. Souvent, tu te construis, tu fais exactement pareil, ce qui est tout à fait ok, soit tu fais souvent l'opposé. C'est rare, les justes milieux, toi, tu prends un petit peu, mais pas trop. Et là, je voulais vraiment l'inverse, et ce qui était compliqué, c'est que j'ai aucun entrepreneur, aucun investisseur dans ma famille, mais aucun, toi. Il n'y a même pas un oncle de ça qui était à son compte, je sais pas, marchand de fruits et légumes, toi, aucun entrepreneur. Je suis fils unique, petit-fils unique, donc fils unique, fille unique, donc très... égocentré, alors pas de mon propre fait, c'est-à-dire que tout était sur moi, et en même temps, il fallait que je fasse telle chose et telle chose. Donc ça, c'était mon schéma tradi qui était tout tracé, mais moi, je l'ai utilisé dans le bon sens. Je me dis, je suis pas trop con, moi, je vais pas être dans le frontal, parce que ça peut être problématique. Ce qui est arrivé après, parce que pour info, du coup, je suis fâché avec mes parents depuis 7 ans, 7-8 ans maintenant. Parce qu'ils l'ont appris après. Mais c'était ma stratégie en me disant, je vais créer ce que je dois créer par moi-même. Je vais avoir mon propre cheminement sur d'autres thématiques, dont spirituelles, économiques,
même d'autres, on peut en reparler si tu veux, mais même sportifs, toi. Parce que, en fait, tout ce qui venait de moi vis-à-vis de mes parents, c'était pas bien. Ok. En gros, je faisais du sport vraiment bien, c'était pas bien. L'alimentation que j'avais, c'était pas bien. Ok. Je veux dire, mon ex et puis ma femme ensuite, c'était pas bien. Mais tu vois, c'était pas elle, c'était l'entité que ça venait, que c'était ma femme. Ok, d'accord. Et mon job, l'entrepreneuriat, c'était pas bien. Donc, je me suis construit un peu par opposition, parce qu'on en discutait aussi vis-à-vis de la religion, de la spiritualité. Ouais. Et sur certaines choses, je suis revenu après. Bon, évidemment, quand tu as 20 piges, aujourd'hui, là, j'en ai 34. Ouais. Et comme je te dis, donc ça va faire 10 ans aussi que je suis à mon compte. Si tu fais les calculs, ça tombe bien par rapport au bac plus 5 à 23, 24 ans. Ouais. Et je m'étais dit, à cet âge-là, bon, d'abord, tu t'essayes d'avoir cette liberté financière, qui est un thème que tu retrouves assez souvent dans le milieu de l'argent, dans le milieu dans l'investissement. Liberté financière, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment tes propres revenus travaillent pour toi. Tu n'es pas dépendant. Enfin, d'abord, tu as l'indépendance financière, tu es à ton propre compte. Et après, tu as le stade suivant, c'est liberté financière. Notamment, tu as un patrimoine qui travaille pour toi, tu peux avoir de l'immobilier ou des sources de revenus, des entreprises qui travaillent pour toi. Et je m'étais dit, je me donne grand max jusqu'à mes 30 ans pour que ça soit vraiment très, très, très solide et viser un patrimoine à 7 chiffres. Alors, à 23, 24 ans, c'était pas énorme, mais bon, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfant et j'avais cette liberté. C'était pas énorme, mais j'y étais à peu près arrivé à cette période-là et d'aller chercher beaucoup plus, parce qu'évidemment, c'est pas linéaire, c'est exponentiel, et d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus pertinent sur les années qui allaient suivre. Donc ça, c'était ma trajectoire sur les premières années, on va dire. Ok. Donc en gros, si je comprends bien, c'est à quel moment que tu te dis que tu veux devenir libre financièrement? Tu avais quel âge à peu près à cet âge-là? Alors très jeune. Okay. Alors j'ai eu la chance, je ne l'explique pas pourquoi, je suis tombé sur des livres qui m'ont fait lire d'autres livres et qui m'ont fait arriver dans cette logique-là qui était complètement différente de, je te disais, de mon schéma familial et que j'ai lu très jeune à 17, 18, 19 ans. Et je sais pas du tout, en fait, même j'ai essayé plusieurs fois de revenir sur ce schéma, je sais pas du tout comment je suis tombé sur ces livres parce que c'est des livres de non-fiction, comme on dit, toi, le développement personnel, professionnel, notamment dans le milieu de l'argent aussi. Et c'est pas du tout des trucs que je lisais. Et encore moins que mes parents me partageaient. Et le pourquoi du comment je suis tombé là-dessus, aucune idée. Et des fois, il suffit d'un ouvrage, d'un contenu pour t'ouvrir sur certaines choses. D'ailleurs, là, je parle de l'argent, mais ça peut être aussi dans d'autres thématiques, encore une fois, qui vont te faire découvrir d'autres personnes, d'autres ouvrages. Et c'est un cheminement qui t'amène à quelque chose qui est beaucoup plus grand. Donc finalement, cette logique de liberté financière, logique entrepreneuriale, qui me permettra de vraiment avoir ma liberté, également économique, spirituelle sur d'autres points, je l'ai eu relativement jeune. D'où cette logique aussi de me dire, jusqu'à bac plus 5, j'ai un peu de temps, mais c'est un prétexte pour dire, du moment où je réussis à l'école, on me laisse tranquille. Voilà, en gros. Ok. Donc en gros, si je comprends bien, tu grandis dans une famille somme toute assez traditionnelle, dans le sens comme on a l'habitude de voir en France, quoi. Tes parents ont un profil plutôt travailleur, mais pas spécialement épanoui, heureux. Oui, sachant que c'était pas une famille pauvre, mais on roulait pas sur l'or parce que ma mère n'a jamais travaillé. Elle était mère au foyer. Bon, ce qui est un job à part entière. Hein. Maintenant, je sais que j'ai des enfants, c'est un job. Mais d'un point de vue pécunier, il y avait qu'un seul salaire. Je manquais de rien. Mais en même temps, voilà, c'était pas la folie, quoi. C'était la classe moyenne un peu basse, ce qui fait qu'il y avait aucune éducation financière. Et donc du coup, tes parents, ils sont en mode sécurité pour eux, avec un taf sécurisant pour un taf, résidence principale que tu fais toute ta vie. Voilà. Et du coup, ils disent, surtout ton père, enfin j'entends ça, mon fils, tu feras pareil. Oui, à la fois, il faut que tu aies un job très CDI, c'est le Saint Graal. En même temps, il faut que tu sois ingé, parce que bon, c'est synonyme de scientifique, t'es bon, c'est ça le mieux. Et même avec le recul, tout ce qui était, ça il me l'avait dit d'ailleurs, tout ce qui était métier manuel, c'était très mal vu. Toi, même tout ce qui est aujourd'hui, même le fait d'être alternant, toi de rentrer d'abord dans l'école, dans les entreprises et de continuer l'école, ça aussi c'était mal vu. Alors,
Donc, il fallait vraiment, toi, le côté études, intellect. Ok. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, il y a des plombiers qui gagnent beaucoup plus que des ingénieurs. Parce que les ingénieurs, maintenant, tu rentres, t'es à 2000 balles, t'es déjà content, toi. Donc, avec le recul, j'aurais bien fait autrement. Surtout aujourd'hui, le monde a changé. Mais d'un point de vue physique, faire quelque chose de ses mains, c'était très mal vu. D'ailleurs, c'était un des points un peu compliqués dans mon début d'âge adulte parce qu'il n'y avait pas grand-chose que je savais faire de mes mains. Ok. Et donc, du coup, toi, il y a un truc en mode j'aurais pas cette vie-là. Je vais faire ce que tu me dis parce que je veux que tu me laisses tranquille. Mais en parallèle, oui. Ta curiosité, enfin, t'es quand même vachement malin. Enfin, je me dis. Malin dans le sens, moi tu me mets dans des études parce que on verra quelles études t'as fait après, mais moi j'ai pas le temps de faire autre chose, tu vois. Alors maths spé c'était très compliqué parce que pour tous ceux qui ont fait prépa, quelle que soit la prépa, prépa, tu peux même parler de médecine littéraire et économique. Alors maths spé c'est quand même reconnu pour être complexe. Là ça a été très compliqué parce qu'effectivement tu travailles comme un acharné. Tout le temps en fait, tu sors pas. Hein. Si tu veux réussir ta prépa, tu peux pas sortir. Tu peux pas l'avoir comme dans certaines facs. Enfin bref. Mais une fois que les 2 premières années là sont finies, après t'es le roi du pétrole. Hein, parce que en école d'ingé, il y a certains qui avaient fait prépa intégrée, ce qui est beaucoup moins complexe. En fait, t'es dans les 10 meilleurs de la promo sur 150, tu t'en branles pas une en fait. Parce que t'as été une machine pendant 2 ans. Parce que la prépa, ça te prépare à Polytechnique, École centrale, École des mines. C'est l'élite de la nation d'un point de vue scientifique. Ce qui est vrai parce que les ingénieurs français, c'est parmi les meilleurs au monde. Là, faut pas cracher dans la soupe d'un point de vue formation, éducation. Je parle souvent de sujets, mais après, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, j'avais même fait 3 assos. Il y a des assos dans les écoles parce que je me faisais chier en fait. Je m'étais rajouté une langue vivante, j'avais pris chinois mandarin parce que je me faisais chier, tout en faisant des side business, en faisant du sport et des machins, parce que en allant 10 heures en cours, j'y arrivais sans problème. Ok. Et tout ça parce que tu avais bossé fort à la prépa. Ouais, après évidemment, tu suis un petit peu les cours et tu taffes un petit peu avant. L'ingénierie, ce qui est bien, c'est que ça t'apprend à bosser au dernier moment. Tu bachotes un peu et c'est bon. T'as ton diplôme. J'avais une formation, j'ai été bilingue en anglais. Alors, ce qui est généralement un peu les points faibles des ingés, c'est dans d'autres matières, toi en philo et en langue. Sauf que moi, j'étais bilingue en anglais et que la philo, comme je te disais, mon côté multipotentiel, c'est que moi, ça m'intéressait déjà depuis très longtemps. Trop bien. Donc pareil, j'étais bon là. Je faisais strict minimum et j'avais beaucoup de temps et d'énergie pour d'autres sujets. Là où c'était vraiment difficile, pour répondre indirectement à ta question, c'est surtout que je voyais les autres qui, eux, faisaient la fiesta. C'était vraiment, on sort, ça c'est vraiment jeudi soir, c'est la soirée étudiante. À la limite, vendredi matin, il n'y a pas cours parce qu'il y en a, ils récupèrent. Mais voir les autres sortir, profiter de leur vingtaine, alors que toi, tu te poses plein de questions sur plein de sujets. Toi, ça tire dans les entrailles. Toi, donc, tu dis, est-ce que je fais le bon choix? Bon, peut-être qu'eux, ils vont le regretter plus tard, mais tu sais pas. Parce que d'ailleurs, toi, tu sais même pas si tu vas réussir dans ton projet. C'était peut-être plus le côté difficile comparé à les études à côté. Toi, c'est comme médecine, on dit souvent, la première année, c'est la plus compliquée. Il y a les 3/4 qui se font jeter. Et après, c'est pas que c'est compliqué, mais plus ça va, plus bon. Si tu arrives à bac plus 3, normalement, en médecine, tu vas l'avoir ton diplôme. Ouais, je vois. Donc, du coup, tu fais ces études. Ok, tu cavrages très, très fort sur le premier temps. Dans un second temps, c'est le moment où tu as un peu plus de temps, de détente. Et du coup, c'est quoi les premiers business que tu vas lancer? Alors, et c'est là, alors, tu vas toujours retrouver ma casquette d'ingé dans mes boîtes. Alors, mes 2 premières boîtes, la première, c'était dans l'impression 3D. Ok. Tout au début, donc c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, il y a de l'impression 3D même pour les particuliers. On va pas faire un cours là-dedans. D'ailleurs, je vais même pas continuer dans le domaine, donc j'ai pas suivi. C'était les tout débuts, impression 3D. Donc c'était le fameux projet à l'école. C'était récupérer avec un business model, de récupérer le plastique de bouteilles, de bouchons de bouteilles, donc d'avoir de la matière première qui était presque gratuite et de monter la chose sur l'impression 3D. Et après, il y a eu dans les énergies renouvelables, dans le photovoltaïque, pareil, il y a 10-15 ans, ça n'existait pas trop. Alors, donc ce genre de truc. C'est quoi le service que tu proposais avec l'impression 3D ?
En fait, c'était alors, l'idée de base, c'était d'avoir des distributeurs dans les campus. C'est-à-dire que tu mettais ta matière première. Les étudiants, admettons, ils mettaient leur bouchon. Mhm. Évidemment, étudiant, normalement, tu n'as pas trop de ronds. Et ça te permet d'avoir du crédit pour imprimer ce que tu veux sur les machines. Alors, soit après, évidemment, tu pouvais acheter ta propre machine, mais aussi de pouvoir faire des objets, de faire des tout. Donc, ça te permettait d'avoir presque gratuitement l'impression 3D. Super. L'impression à la demande. Ok. Et c'était diffusé à quel endroit, ça, dans les facs, tu dis? Ouais, alors de bas, alors moi, j'étais dans un regroupement d'écoles qui s'appelle ECAM, École catholique des arts et métiers. Tu as plusieurs écoles. Et moi, j'étais dans celle qui était à Paris. Et du coup, il y avait notamment, c'était excentré, c'était pas exactement à Paris. Et tu avais un regroupement d'écoles. Il y avait beaucoup d'écoles. Notamment, il y avait l'ESSEC, qui est assez connu pour la partie commerce. Et eux, ils avaient un incubateur. Donc, en fait, il y avait beaucoup d'écoles, ce qui permettait d'avoir aussi, sur le business model, ça tenait la route. Ok. D'avoir quelque chose comme ça qui soit à disposition. Du coup, c'était quasiment gratuit, mais du coup, toi, tu faisais de l'argent sur la différence. Oui. Après, nous, c'était la mise à disposition, c'était l'achat des machines. Derrière, c'était aussi la proposition de revendre quelque chose derrière. C'était une fois que tu as testé, on peut te proposer quelque chose d'autre. Ok. Aussi pour les écoles, parce qu'ils achetaient le matos. Enfin bref, si tu visais les ingénieurs aussi, donc indirectement, ça intéresse pour ceux qui sont dans les sciences. Ok. Donc ça, c'était le business model. Après, ça, c'est sur ma première boîte là. J'ai pas continué, enfin surtout parce que j'ai fait mon double diplôme aux États-Unis. Donc mon année de bac plus 5, je l'ai fait aux États-Unis. Ok. Et donc j'ai laissé mes parts. Donc, j'ai vendu mes parts. Et c'est la deuxième boîte que j'ai faite que j'ai gardé des parts, tout en laissant la direction. Comment ce mec fait pour rentrer un cerveau aussi grand à l'intérieur de son crâne? Non mais sérieux, le mec est câblé, je sais pas comment il fait ça. Comment il a accompli autant de choses? Je ne sais pas. Et ce mec-là, il fait du bien en fait. Ce mec-là, il fait du bien parce qu'en fait, il nous explique d'une façon très rationnelle, très posée, comment est-ce qu'il y a des facteurs qui sont comme invisibles, mais qui peuvent nous permettre d'être en lien avec le monde. Il va parler de spiritualité, il va parler de business, il va nous montrer comment ces choses-là s'emboîtent. Et tu sais quoi? Tu sais où est-ce que tu peux vivre de la sécurité pour vivre encore plus de trucs comme ça? Bah tu fais comme lui, 5 décembre au Pasino de la Grande Motte, il est notre invité dans les tables rondes de la deuxième partie de soirée. Mais surtout, tu vas pouvoir voir sur scène d'autres cadres, dirigeants, entrepreneurs qui ont fait des millions en s'appuyant sur ces trucs hors cadre. Ils sont là pour témoigner, te faire sentir, répondre à tes questions. Ça se passe au Pasino de la Grande Motte, à quelques kilomètres de Montpellier, 5 décembre, 19h 23h. Je sais où tu seras. Moi aussi. Retour au contenu. Ok. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu partir aux États-Unis pour faire la suite de tes études? Alors, c'était dans la continuité de ce que je te disais, à la fois sur le côté scolaire, et à la fois dans ma stratégie de je veux devenir indépendant, je veux avoir le maximum d'XP pour le faire le plus rapidement possible. Donc, le fait, parce que tu avais un certain niveau qui te demandait pour faire le diplôme, plus le fait d'avoir un certain niveau en anglais. Donc, pareil, je l'avais, donc je suis resté 2 ans à New York. Okay. Donc, il y avait mon année bac plus 5 et une année supplémentaire. Et moi, c'était d'avoir une expérience entrepreneuriale à l'américaine. Alors, je savais en y allant que j'allais revenir parce que j'ai un peu une relation amour-haine avec les États-Unis parce qu'il y a beaucoup de choses qui me dégoûtent des Américains. Mais en même temps, il y a des choses, ils sont bons, quoi. Le business, l'entertainment sont plutôt très très bons. Mais je m'étais dit, à la différence de certains, parce qu'il y en a vraiment, ils fantasmaient le truc, je vais y rester, ça va être génial. Sauf que déjà, ce qui s'est confirmé, c'est que tu n'as pas de classe moyenne, soit c'est très riche, soit tu es pauvre. Moi, je me dis, je vais revenir en France après. Ce qui était un peu une différence par rapport aux Français qui voulaient y aller. Bon, ils sont quasiment tous revenus. Mais je ne m'étais pas menti. Et donc, je m'étais dit, j'ai mon double diplôme déjà sur le CV, on ne sait jamais ce qui peut arriver, c'est génial. C'est incroyable d'avoir une expérience sur un campus américain. Et c'est là où, si j'avais cette logique, c'est d'avoir une première expérience business, si je peux dire, là-bas. Et c'était ma logique. Et donc, du coup, la deuxième année, j'ai intégré le monde fabuleux des startups à l'américaine. Un peu comme tu vois dans les films, tu sais, tu as 12 000 startups au même endroit, tu as un piano, un baby-foot, un billard au même endroit, tu as des ingénieurs, des marketeurs, des commerciaux. C'était assez ouf, en plein milieu de Manhattan, vraiment à 2 rues de Times Square, pour ceux qui connaissent. Donc c'était un peu une vie de ouf. Et c'est ça que je voulais comme expérience. Et c'est vrai que ça va 10 fois plus vite qu'en France, quoi, quand donc l'expérience était assez folle. Et c'est à ce moment-là que je suis revenu. Donc, fin 2015,
quand je suis revenu en France, dans le sud, à Montpellier. Et du coup, tu disais que c'est là-bas que tu as lancé le deuxième business ? Ouais. C'était quoi Donc, ce dans le business ? photovoltaïque à New York. Ok. Oui, il n'y a pas trop de soleil. Mais justement, c'est parce qu'il n'y avait pas grand monde dans le milieu qu'il y avait une opportunité. Ok, je vois. Ouais. Et comment t'es venue l'idée de faire ça là-bas ? J'ai vu l'opportunité. Bon, évidemment, c'est une tendance de fond qui s'est confirmée. On ne va pas rentrer dans le détail. Et en même temps, mon double diplôme là-bas, c'est pas une spécialité, mais bon, tu dois quand même te nicher. Autant au début, c'est un tronc commun. À la fin, c'était sur les énergies. Et donc, moi, j'avais fait mécanique des fluides, notamment énergie renouvelable. Ok. Donc, j'étais tombé là-dedans. Et après, on a essayé de créer une équipe qui, vraiment une start-up en fait. Donc, bon, évidemment que tout le monde touche à tout. Tu as un peu couteau suisse, comme n'importe quel entrepreneur, solo entrepreneur, même tu connais, même d'ailleurs quand tu as une équipe. L'ingénieur, il doit connaître le côté commercial parce que sinon, c'est pas un mec dans une boîte, une multinationale. Inverse, le commercial, il doit connaître un peu la technique. Enfin, tout le monde touche à tout. En fait. Oui. Donc, c'est ça qui était intéressant. Et donc, c'était dans ce domaine-là. Tout simplement. Trop bien. Et là-dedans aussi, je commence à rentrer vraiment dans le milieu de l'investissement. Ce qui sera la suite de mes activités. Et où aussi je découvre, parce que c'est important dans mon parcours, le monde fabuleux des crypto-monnaies. Ah oui. Ok, donc je reprends. T'es gamin, tu te dis, moi j'ai envie d'être libre financièrement. Tout à fait par hasard, tu tombes sur des bouquins qui vont t'ouvrir les pensées à d'autres choses. Tes parents vont te dire fais un truc sécure, fais comme nous. Toi à l'intérieur tu dis mais en fait je vois bien que vous n'êtes pas bien, donc je vais pas faire ça. Oui. Et donc tu dis et juste en toute bienveillance, c'était pas genre je vous emmerde, allez vous faire foutre. C'était aussi je vais vous montrer comment ça fonctionne la vraie vie. Et je leur en veux pas parce qu'ils ont un prisme différent. Ils sont assez âgés en plus parce qu'ils m'ont eu tard. Que ça soit ce qui était en fait à leur époque, c'était tout à fait ok de faire ce qu'ils faisaient et d'avoir leur logique là, mais de l'imposer au 21e siècle, parce qu'il n'a aucun sens. Je le trouve beaucoup plus risqué, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais d'avoir un CDI, une seule source de revenus aujourd'hui. À l'époque, les années 70, 80, il n'y avait aucun souci. Comme le fait d'avoir une assurance vie, voilà, je rentre direct dans l'investissement. À l'époque, c'était très très bien. Et avoir une assurance vie aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Donc c'était le fait d'imposer ta propre réalité à quelque chose sans te poser la question et en pensant que tu as la vérité vraie. C'est ça qui est compliqué. Parce que toi, un peu comme ça arrive à tout le monde, à un moment donné, dans un débat, tu sais ce que tu dis est vrai, enfin tu sais que tu as raison, toi. Et la personne en face, elle pense que c'est elle qui a raison. Et tu dis, mais non, c'est pas possible. Ça, c'est ça, sauf comme en version macro, toi. Tout ce qu'ils disent, tu sais que c'est pas bon. C'est pas vrai. Mais tu dis qu'ils le font pas aussi de manière malveillante, sauf qu'à un moment donné, c'est devenu vraiment très toxique. Voilà, donc je te laisse continuer pour remettre dans le contexte, c'était que c'était quand même pas fait de manière malveillante. Je sens bien. Et je me sens concerné par ce que tu dis, parce que je vois que mon père m'a ouvert la pensée, parce que lui, il était vachement dans la philosophie, ces choses-là. Oui. Je pense que la pomme, le fruit n'est pas tombé très loin de l'arbre, dans le sens où j'ai fait... Je suis devenu infirmier, pas parce que je le souhaitais, mais parce que j'avais une fibre pour ça. Donc je vois bien que ça m'a teinté, et puis c'est ce qui a fait que je suis là aujourd'hui, tu vois. Et à la fois, je suis en rébellion. T'es dans le Caire. C'est ça. Mais par contre, je suis en rébellion avec un modèle de pensée qui est le sien, parce qu'il est trop enfermant. Du coup, je me sens en lien avec toi quand tu dis que toi, t'avais besoin de t'émanciper de ces croyances-là. Et j'admire ta capacité de travail parce que, encore une fois, les études que tu as faites et dégager du temps à côté, toi, tu vas dire c'est tranquille. Chez moi, en mode. Oui, ça c'est sûr, je vois ce que tu veux dire. Chez moi, en mode moldu, je me dis putain, le mec, ça balance quand même, tu vois. Et en même temps, même pour peut-être te tendre des perches sur d'autres sujets pour plus tard si tu veux, mais il y avait plein de choses qui les intéressaient pas, notamment mon père. Et moi, j'étais là, c'est compliqué d'avoir une relation avec lui. Sur l'artistique. Sur la musique, moi qui était une de mes passions, sur la philo, il n'avait rien à faire, sur la spiritualité. Toi, avec mes enfants, même s'ils sont encore jeunes, j'essaye d'aborder ces sujets. Alors qu'ils font ils feront ce qu'ils voudront, hein, j'en ai rien à faire. Mais je préfère qu'ils soient artistes, sportifs, épanouis, que je t'impose dans une
dans un carcan et que tu ne sois pas épanoui. Ouais. Mais c'est vrai que le fait que certaines de mes passions ne l'intéressent pas du tout, je ne puisse pas en parler, parce que pour rappel, donc j'ai pas de frères et sœurs, je suis petit-fils unique, donc j'ai pas de cousins, de cousines. Ouais. Ils m'imposent indirectement, ça je l'ai vu avec le recul, pour que je n'ai pas d'entourage, pour que je n'ai pas d'amis. Donc je pouvais en parler avec personne. Ah, chaud. Donc jusqu'à mes 20 ans. C'est où Ok. j'ai déménagé. Du coup, je suis parti à Paris, puis après à New York. Ouais. Mais jusqu'à mes 20 ans, j'étais tout seul, mais vraiment tout seul. Wow. Donc je sais là que la musique, surtout la musique et le sport m'ont sauvé. Mais quand tu peux pas en parler, les seules personnes que tu as avec c'est tes parents, mais qui t'enferment indirectement, c'était compliqué. Ouais, bah, j'entends. C'était vraiment que école. Mais à un point, c'était tu ne peux pas avoir de copine tant que tu n'as pas ton diplôme, toi. Ouais. Les femmes, t'en parleras après, toi. Ok, quelle horreur. Ok. Ouais. Bah, full respect pour ça, full respect pour ce que tu as été capable d'accomplir dans ces circonstances-là. Et donc, tu as ton deuxième business qui tourne, que tu as conservé au moment où tu es rentré en France. Et du coup, tu dis que l'investissement, qui est ton activité principale aujourd'hui, c'est ça ? Oui. Bah, ça va faire 10 ans que c'est ça, oui, du coup. Ok, et donc, c'est à cette époque-là que tu commences à t'intéresser à ça. Qu'est-ce qui fait que tu regardes dans cette direction ? Et je vais me contenter de ces questions pour commencer. Dans l'investissement, tu veux dire ? Ouais. Alors tout simplement, de fil en aiguille. C'est-à-dire que déjà, il y a quelques bouquins que j'avais lus. D'un point de vue très pragmatique, très cartésien, pour reprendre un terme que tu as employé avant de commencer l'émission, je m'étais dit, d'abord, pour pouvoir aider les autres, sauver les autres, il faut s'aider soi-même. Que ça soit spirituellement, que ça soit économiquement. Parce que c'est bien beau, tu peux même tomber très, très, très vite dans la politique. Hein. C'est très, très beau de vouloir aider les autres, mais si toi, tu galères déjà, voilà, comment tu vas faire ? Moi, je peux littéralement demain construire une école et aider des gens, toi. Ou je peux construire des refuges, ou je peux construire... Si tu peux, et tu manges des pâtes enfin, tu peux pas construire d'école. Tu vois ma logique. Donc, c'était ça. C'est-à-dire que ça va me permettre d'atteindre mon objectif financier. L'investissement, bref. Et notamment dans cette deuxième expérience entrepreneuriale, j'ai touché vraiment à l'américaine. Finalement, ça a été court d'un point de vue temps. C'était qu'1 an, toi. Mais j'ai appris énormément de choses, et notamment tout ce qui était levée de fonds, trouver des investisseurs, un business angel, c'est quoi, voilà, table d'investissement, toutes ces choses. Ça, c'est intéressant en fait. Super cool. En face, tu as des gens qui veulent mettre leur argent parce qu'ils veulent pas le remettre sur un livret A. Et tu vois que les mecs, ils s'y connaissent, toi. Et bizarrement, c'est pas l'épargnant de base qui veut ça. Ça, c'est intéressant comme logique. Toi. Et ils cherchent des boîtes pour mettre leur argent. Ce qu'on appelle le private equity. Du coup, juste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mettre son épargne sur un livret A, ce qui se fait chez la plupart des gens, c'est pas une aberration. Ok, pour quelle raison ? Alors, tout simplement, il y a une phrase que j'aime souvent dire, pour que je sais que je suis bon dans le fait de rendre les choses simples. Le livret A, en fait, tu vas le mettre à un taux qui est inférieur à l'inflation. En fait, c'est le seul investissement, parce qu'en fait, c'est un placement. Alors, il y a 2 choses que je dis. Tout le monde est investisseur. Même sans vouloir, le fait de mettre ton argent sur un livret A, c'est un choix d'investissement. Ça, il faut bien que les gens se le disent. Moi, je touche pas à ça, ça m'intéresse pas. Alors, ok, que ça t'intéresse pas. Alors déjà, le fait que le monde tourne, mais t'impacte. Donc bon, c'est à tes risques et périls, mais bon, c'est un choix. Mais le fait de mettre ton argent sur un livret A, c'est un choix d'investissement. Ça, c'est la première chose à réaliser. Et surtout, c'est le seul investissement, ce que je veux te dire, où tu es sûr à 100% de perdre de l'argent. Le seul. De perdre, hein. Parce qu'il y a d'autres qui sont plus ou moins risqués, il y a d'autres qui sont très 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 sûrs, et d'autres qui sont plus risqués. Mais le fait de mettre ton argent, parce que c'est ça, hein, à 1% ou 2%. Alors l'État, lui, ou la banque, va l'investir à 5, 10%, 15%. Il faut bien s'en rendre compte, parce qu'ils vont vraiment utiliser l'argent. Pour que derrière l'inflation soit à 5, ça veut dire qu'en fait, tous les ans, tu as à moins 3 ou moins 4. Alors oui, c'est liquide. Oui, à la fin de l'année, ils vont te faire un virement de 150 €. Génial. Parce que ton livret est blindé. Et encore, il faut qu'il soit blindé, parce qu'il y a des gens qui galèrent. Mais tu pars de cette idée-là. Moi, je suis pas con. J'ai fait des études scientifiques. J'aime pas me faire entuber. Bon, en fait, non. Donc, et je me dis, quel que soit l'invest, je préfère même prendre certains risques sur certains types d'investissements que laisser mon argent, que d'autres l'utilisent, et que me dire que je vais perdre de l'argent.
Et surtout, c'est juste logique, c'est-à-dire que les gens ils le laissent 20 ans des fois pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, et tu fais une addition de cette inflation, cette addition de -2, -3, 4% par an, en fait, au bout de 10, 15, 20 ans, c'est divisé par 2. Je fais non, j'aime pas trop l'idée. Bah. Donc non, pour répondre à ta question, faut pas faire ça. Et donc du coup, tu vois des gens qui ont compris ça et qui du coup font que tu te poses la question et qui vont faire... Ouais, je me rends compte qu'en fait, c'est des gens qui ont presque pas d'argent sur leur compte. Ouais. Ils ont le strict minimum. C'est ce que je me suis appliqué après pour moi-même. Pour payer leur loyer, pour payer leurs courses, parce qu'évidemment, il faut bien, voilà, quand tu fais des courses, il faut bien payer en euros ou en dollars, là, en l'occurrence. Et on parle en fiduciaire du pays, mais ils épargnent pas. C'est ouf. Ce sont les gens-là qui ont vraiment la vie de leurs rêves, des riches, si je puis dire, pour prendre un terme qui est mal connu. Et c'est eux qui épargnent pas. Et ils ont presque pas d'argent sur leur compte. Ça, il y a un truc que je pige pas, parce que mon père, il m'a toujours dit l'inverse. Il m'a dit non, il faut que tu achètes ta résidence principale, il faut que tu épargnes un max, il faut que tu économises, il faut que tu mettes sur livret A, et il faut surtout pas, et en plus là je te parle d'un truc très, très, très franco-français, très basique et très sécure, il faut pas que tu fasses d'immobilier. Ah, ok, d'accord. Ah, les Français disent ça ? Alors non, en fait, pourquoi c'est franco-français ? Parce que l'investissement immobilier, considéré comme très sûr, ce qui est vrai, hein, parce que même demain, la Troisième Guerre mondiale, tu as toujours le toit. Tu peux toujours faire quelque chose avec. Mais donc c'est l'investissement préféré des Français. Bon, ceci dit, on a un parc immobilier qui est très, 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 très beau, très, très sécure. Toi, c'est pas une maison en bois posée sur un pilotis comme aux États-Unis. Donc les Français sont très très fans de l'immobilier, ce qui est très bien. Mais notamment pour la résidence principale. Ce qui est un non-sens pour l'investisseur. Bon, après, est-ce qu'on rentre dans le sujet ou pas ? Tu peux en proposer la question. Mais moi, je m'étais dit, attends, j'ai demandé aux mecs qui font de l'IMO, ils m'ont dit non, n'achète pas ta résidence principale, mais en tout cas pas au début. Après, quand tu feras beaucoup d'argent, tu pourras te l'acheter, même cash si tu veux. Mais au début, et c'est ce que j'ai vérifié, là, je sais pas, tu feras même peut-être un format court là-dessus, tous les gros investisseurs immobiliers qui ont fait beaucoup d'argent dans l'immobilier, ils sont restés 10 ans, 15 ans, 20 ans locataires. Mais par contre, ils achetaient des résidences qui... Par contre, à côté, ils achetaient un max, parce que tu fais un effet de levier, ce qui est totalement vu différemment pour la banque. Sur le papier, quand tu achètes pour louer, pas pour toi louer, hein, mais pour mettre en location, toucher des revenus, et que toi, tu restes locataire. D'autant plus que, moi, c'était bien, mon père il me disait ça à l'époque, et pareil, je dis, à l'époque, ils restaient au même endroit toute leur vie, ils avaient même travaillé toute leur vie, et ok, c'est très bien, il n'y avait pas la mondialisation encore. Mais moi, j'ai fait le calcul l'autre jour, j'ai déménagé 13 fois en 13 ans. Enfin, je m'achète ma RP, je sais pas où je vais habiter en fait. Je sais que je vais avoir des enfants, je sais que je ne veux pas habiter là, pourquoi j'achète une résidence principale ? Ça n'a aucun sens. Donc en plus, ça me permettait en tant que locataire, le mois suivant, en fait, je déménage. Ce qui a été le cas, c'est beaucoup plus de fluidité dans le fait aussi de rester locataire. Donc, et je pense qu'aussi notre génération était beaucoup moins sûre dans où je veux rester, avec qui, pourquoi, que d'avoir sa RP. La RP, il faut vraiment être sûr de soi. Et encore, quelqu'un qui est sûr de soi à 5-10 ans dans le monde d'aujourd'hui, et en moyenne, la détention d'un bien en France, c'est 7 ans. Donc, sachant que dedans, tu as des RP qui sont gardés pendant 20 ans, 25 ans, on peut te dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui revendent moins de 5 ans. Donc oui, les plus grosses fortunes immobilières se sont faites en restant eux-mêmes locataires et en louant. Sachant que c'est pas les riches qui investissent en IMO, c'est que tu investis en IMO pour devenir riche. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent je peux pas, c'est que les gens qui ont de l'argent. J'ai commencé, encore une fois, j'avais rien. Je vous rappelle que mes parents n'aimaient pas du tout, donc évidemment, ils m'ont rien prêté. Et j'ai commencé de zéro. J'avais pas eu un héritage de je ne sais qui, des parents riches qui m'ont prêté, et encore moins de connaissances. Donc non, je suis parti de zéro. Quoi. Et ça t'a pris combien de temps ? Je crois que tu l'as dit, mais j'ai envie de te le faire répéter. Ça t'a pris combien de temps pour en arriver à un patrimoine de 7 chiffres ? Alors, de 7 chiffres, en fait, c'est pour ça qu'il y avait plusieurs étapes. Tu avais l'indépendance financière, ce qui, en gros, moi, c'était d'atteindre à peu près 2 000 euros par mois de revenus qui ne dépendaient pas d'un job ou de travail vraiment d'indépendance pure. Et ensuite, tu avais le patrimoine à 7 chiffres, où là, je me disais, bon, là, tu atteins un certain patrimoine, même s'il arrive quelque chose, ce qui était ma logique. Ça va t'arriver un petit peu plus loin, ça devient intéressant, même pour ceux qui sont un peu plus jeunes, heureusement et malheureusement pour ceux qui sont moins jeunes, mais en me disant que si j'investis d'abord massivement,
je peux faire le plus grande connerie sur du business, c'est pas grave, parce que j'ai mon IMO ou d'autres investissements, sans rentrer dans les détails. Je peux prendre du coup beaucoup plus de risques en entrepreneuriat parce que j'ai les invests. Et donc ça, je les ai, le patrimoine assez chiffre vers 30 ans, un peu 28, 29. Ok. Parce que, et encore une fois, ce que je fais aussi parallèle avec la vie, c'est que c'est pas linéaire. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vous faire croire que tout est linéaire. En fait, c'est exponentiel. Le patrimoine est exponentiel, c'est-à-dire qu'au début, tu galères. C'est-à-dire que tu vois, tu dis, putain, les autres, ça marche bien. Mais en fait, oui, c'est parce que tu as le début de l'exponentiel. Toi, mon champ lexical d'ingénieur, les premières années, pareil, dans le business, ça a du mal à décoller. Les Américains, ils disent, je vous fais la version française, les 100 000 premiers dollars, is a bitch. Est une pute. C'est-à-dire que en fait, passer de 0 à 100 000, c'est très très compliqué. Et après, tu prends autant de temps de passer de 100 000 à 1 million. Tu peux te dire, mais en fait, c'est 10 fois plus. Oui, mais en fait, de 0 à 100 et de 100 à 1 million, tu vas prendre autant de temps parce que c'est exponentiel. Donc, si c'était linéaire, en fait, tu mets 100 000, 200 000, 200 000, 300 000, tu t'en sors pas. En fait, tu peux pas avoir de fortune à Elon Musk si c'est linéaire, toi. Et après, techniquement, tu prends autant de temps pour passer d'1 million à 10 millions. Et ça, les gens s'en rendent pas compte. Et dans la vie, c'est pareil. Et tu peux changer ta vie du jour au lendemain parce que c'est exponentiel. Ok. Par contre, l'exponentiel, je l'imagine d'une certaine façon, et donc du coup, je vais le confronter avec ta réalité. Mais c'est comme pour faire 0 à 100 000, tu as besoin d'acquérir des compétences en matière de business, d'acquérir des compétences en matière de gestion de patrimoine, etc. Puis après, tu répliques ces modèles-là avec plus de levier. Oui, tu as de la connaissance et le levier. Alors évidemment que si tu me dis, tu as plein de contre-exemples, des gens, ça va pas marcher, je vais dire oui. Il faut qu'il y ait une traction au début. Tu vas pas faire la même chose si ça marche pas tout le temps en espérant que ça marche. Mais si ça fonctionne et qu'il y a une traction, et ce qui est beau dans l'investissement et sur certaines choses particulièrement en France, ce qui peut être un peu bizarre pour certains vu ce qu'on dit de la France sur la fiscalité, c'est l'effet de levier. Et ça, tu le retrouves déjà dans pas beaucoup de pays, et surtout, tu le retrouves dans l'investissement et l'immobilier. Parce que l'immobilier, si tu n'avais pas l'effet de levier qui vient par la banque et d'autres investissements par l'investissement d'autres investisseurs privés, il n'y aurait pas d'intérêt de le faire. Je n'aurais pas fait d'IMO si je n'avais pas pu lever des fonds. Il y a pas beaucoup de personnes qui feraient d'IMO si tu n'avais pas l'effet de levier, parce que la renta, elle n'est pas incroyable et tu as beaucoup d'emmerdes. Donc il y a d'autres investissements, tu as nettement moins d'emmerdes et beaucoup moins de choses à faire, toi. Ouais, je vois. Cool. Je sens que j'ai envie d'aller j'ai envie de rentrer avec toi dans la discussion parce que ça m'intéresse, et à la fois j'ai envie d'amener le sujet sur l'aspect qu'est-ce qui fait que la gestion de patrimoine, ce n'est pas que de la technique et qu'il y a d'autres choses derrière, mais j'ai envie de construire l'histoire de comment t'en es arrivé à ces choses qui relèvent moins de je vois ce que tu veux dire. donc en gros tu t'intéresses à l'investissement parce que tu as vu que des gens arrivaient à faire des choses que tu trouvais malins. J'y vais brut. Comment est-ce que tu en es arrivé à te rendre compte que pour réussir dans l'investissement, il n'y a pas que la technique, il y a d'autres choses dans le langage hors cadre qui serait l'invisible, genre? D'autant plus que le monde change très très vite, surtout en ce moment, et que le fait de faire comme avant, comme au cycle précédent, on pourra revenir sur le sujet, il y a un changement de paradigme. Donc déjà, se faire la même chose, ça n'a aucun sens. De faire des choses que faisaient nos parents, nos gros-parents d'un point de vue investissement. Donc il fallait changer les choses. Donc déjà, il y avait quelque chose, il y avait un enjeu, il y avait un élan en me disant, toi, je veux faire partie de ça. Le premier point, pour essayer d'avoir une logique et de vous amener progressivement vers où je veux vous amener, c'est que, alors autant sur la forme de ce que je fais, ça peut paraître assez classique, conseiller en investissement, gestion de patrimoine, de fortune, tu utilises le terme que tu veux. Ce qui est vrai, parce que d'ailleurs, même c'est une activité qui est encadrée, tu dois avoir un diplôme, tous les ans tu dois faire des choses, donc c'est vraiment encadré, toi, par l'autorité des marchés financiers. Sur la forme, c'est très classique. Mais sur le fond, je suis très différent des autres parce que je ne propose quasiment pas du tout la même chose que les autres. Alors les autres, c'est 95% des gens qui font mon activité. Notamment pas mal d'anciens, parce que c'est un métier qui est en train de beaucoup changer,
mais il y a encore beaucoup de cheveux gris. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois très bien. Et je propose pas d'assurance vie, je propose pas de Pinel, même maintenant si le Pinel c'est fini pour ceux qui connaissent le terme de Pinel dans l'immobilier, défiscalisation, ce qui était très bien avant. Encore une fois, je veux pas jeter la pierre. Mais je vais proposer des choses qui sont très très différentes et qui sont dans le changement de paradigme actuel, économique, financier, spirituel, dans la quête de sens. Donc je vais proposer des investissements, on a 3 axes d'investissement, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail parce que du coup c'est pas la question, mais qui vont dans ce sens, pour faire ça, pour pas noyer les gens. Ça me permet d'amener les gens, alors mes clients, les investisseurs, les citoyens de manière générale, vers votre argent a du sens. Ce qui est intéressant, c'est que du coup depuis le Covid, ça a été un accélérateur de l'histoire, le Covid, sur plein de choses. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ah oui. Dans la quête de sens aussi. Ouais. C'est que moi, j'ai vu dans mon business, qui est du coup très technique, très machin, les gens sont revenus vers moi parce qu'ils voulaient, certains, sortir du système bancaire, sortir du système financier, être un peu plus anti-système, être un peu plus anti-fragile, même sans tomber dans du complotisme, toi. Et ils sont allés vers mon argent peut travailler, avoir du sens, et aussi à aller dans ce nouveau cycle pour notre civilisation. Ouais. Je t'interromps juste une seconde quand tu dis que mon argent ait du sens. J'entends un truc comme il contribue à quelque chose de favorable, c'est ça ? Ok, cool. Oui. Et du coup, c'est ça. En fait, je t'invite à faire l'exercice. Je ne sais pas si tu as de l'argent en banque dans des produits bancaires. Non, pas en ce moment. J'ai tout mis dans le business, moi. Ouais, c'est très bien. Moi, c'est le meilleur des investissements. Ouais. Tu demandes à monsieur et madame Michou de t'expliquer ce qu'il y a dans leurs produits bancaires assurance vie. Je te garantis qu'ils ne savent pas. Ils investissent dans un truc qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne savent pas dire à quoi ça correspond telle ligne. Il faut qu'on fasse aux banquiers. Qui d'ailleurs, ça ne devrait pas, parce que moi, j'ai des clients banquiers qui viennent me voir. Aujourd'hui, c'est des vendeurs de téléphones, des vendeurs de tapis. Il y en a des très très bien. Mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est l'investissement. Leur but, c'est de vendre des produits pour toucher leur com. Mais même ça, par réflexion purement pragmatique, me dire, putain, ils mettent leur argent dans un truc qu'ils ne savent pas ce que c'est. C'est bizarre. Donc déjà, ils mettent leur argent dans quelque chose de beaucoup plus palpable. Déjà, ils comprennent dans quoi ils mettent leur argent. Et au-delà de ça, c'est que ça leur donne un sens de je contribue à telle chose, dans telle thématique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme on propose un panel assez large, il y en a, ils vont se retrouver par appétence ou par sens à investir dans telle ou plutôt dans telle thématique, dans telle thématique. Il y en a certains, ça va être investir dans le médical, je reprends parce que toi aussi, tu es dans le care. Ils vont se dire, indirectement, ça peut servir à de la recherche et développement, donc indirectement à sauver des vies. Tu étais très loin de ton produit financier, bancaire, tu ne sais pas quoi c'est. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais, et c'est ce que je dis d'ailleurs, c'était mon premier point, notamment au début de chaque émission dans mon podcast, c'est que je suis le cheval de Troie de la finance. Et là, tu comprends l'image, c'est-à-dire que si tu veux changer un domaine, quel qu'il soit, si tu veux vraiment essayer d'assaillir la ville de Troie, tu mets un cheval de Troie. Il faut y appartenir, ouais. Essayer de changer quelque chose par l'extérieur, c'est très compliqué. Mais si tu es de l'intérieur, c'est comme un espion en fait. C'est que tu vas beaucoup plus changer les choses, beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus massive. Et je me suis pas fait que des amis dans le domaine, mais c'est ça, c'est-à-dire que je m'étais dit, je veux changer la chose. Ok, je passe le diplôme, parce qu'il faut un diplôme pour devenir conseiller en investissement. Je fais votre truc. Du coup, j'ai un autre diplôme, je l'ai eu en 3 mois au lieu de 5 ans pour certains. Et je change les choses par l'intérieur. Donc c'est pour ça déjà que tu trouves c'est indirectement une réponse à ta question, c'est que je voulais changer les choses, donner du sens, et est-ce que des gens aient plus de sens par leur argent en changeant les choses par l'intérieur. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est une thématique aussi sur laquelle j'aborde souvent le sujet et que j'ai fait pas mal de contenu. Il y a 2 choses qui font tourner le monde aujourd'hui. C'est l'argent et le pouvoir. Le pouvoir, c'est compliqué d'en avoir, d'en obtenir. C'est-à-dire que c'est très long. C'est difficilement quantifiable. C'est-à-dire que c'est pas j'ai un petit peu de pouvoir, j'ai beaucoup de pouvoir. Enfin, c'est compliqué. Et encore une fois, si tu veux changer quelque chose du jour au lendemain, j'ai pas de pouvoir. Il faut avoir une très grosse communauté très rapidement, c'est très compliqué. Alors que l'argent, c'est l'inverse. Tout le monde en a. Alors, certains un petit peu, d'autres beaucoup.
Mais à la différence, c'est que tout le monde en a et c'est quantifiable. Évidemment, c'est l'argent. 100, 1000, 1 million. Et là, je me suis dit, attends, mais en fait, c'est le nerf de la guerre et c'est là où je peux aider les gens, quel que soit leur impact. Donc, ça va être de l'investissement à impact. Donc, que ça soit économico, écologico, politico, tout ce que je veux dire, quelles que soient les choses que tu veux changer, tu peux le faire par ton argent. Et moi, je vais avoir cette logique de certains gros investisseurs très connus, à la Warren Buffett, je ne sais pas si tu connais. Oui. Le mec, en fait, pourquoi il est devenu richissime et c'est un des plus grands investisseurs de la planète, c'est pas par son propre investissement, c'est qu'il a été chercher l'argent des autres. Et il a investi. Alors, c'est un bon investisseur, mais il a investi l'argent des autres. C'est comme ça qu'il a un effet de levier. On parlait d'effet de levier. Alors là, c'est pas bancaire, mais c'est qu'il a proposé sa thèse, il a été chercher beaucoup d'argent. Donc, c'est ce que je me suis dit, c'est-à-dire que en fait, je vais aller chercher l'argent des autres. Je centralise aujourd'hui l'argent de mes clients et on investit ensemble dans des projets qui ont un sens. Et pour beaucoup, alors, ça peut être un petit peu technique, tu vas forcément rentrer un petit peu dans la technique, mais ça leur donne, effectivement, de par c'est l'argent, donc ne pas le pouvoir, mais par l'argent, quelque chose qui est beaucoup plus pragmatique sur des notions qui, elles, ne le sont pas. Donc c'est la métapolitique, c'est de la métaphysique, c'est-à-dire que du coup là ils se retrouvent, ils ont du sens, les planètes sont alignées et indirectement c'est pour moi ce que on en avait très très rapidement discuté au téléphone, c'était ce que j'appelle l'entrepreneuriat spirituel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le monde de demain, ce qui était très différent du cycle précédent du XXIe siècle, c'est que beaucoup, ils créent une boîte pour faire de l'argent, et ils se disaient quel projet ils vont pouvoir faire. C'est inversé, c'est-à-dire que demain, les boîtes qui vont avoir cette logique-là, pour plein de raisons, sans rentrer dans les détails encore, parce que les ressources sont limitées, l'argent illimité n'existe plus, ça ne peut plus marcher. Donc c'est d'abord le projet qui drive tout. Avant l'entrepreneur, c'est l'équipe qui drive le projet, et le projet, s'il tient la route, ça va faire de l'argent. Quelle que soit la niche, quelle que soit la thématique, mais si ça tient la route et que ça respecte les paramètres du futur cycle qui arrive, ça fera de l'argent, quoi qu'il arrive. Donc c'est pas on fait de l'argent et on choisit un business model qui marche, comme certains, qui faisaient beaucoup à l'époque, c'est que tu as un projet, si ça fonctionne et que c'est aligné, tu feras de l'argent, ce qui est très différent. Donc beaucoup se retrouvent dans cette démarche qui est pour beaucoup aussi un peu spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire du coup aligné ? Aligné, c'est que il y a deux choses. C'est que ça respecte ta personne, tes appétences, tes valeurs et ta vision. Et il n'y a pas que ça, parce que tu n'es pas tout seul sur la planète. On est des animaux, on reste quand même un animal social. Et aussi, ça respecte donc, le macro et les autres. Et donc, on arrivera peut-être justement à ma démonstration, qui est une de mes thèses et de mes leitmotifs sur les cycles civilisationnels. Ça respecte aussi les changements de paradigme qui se mettent en place. Parce que si tu es perché dans ton coin, admettons, on est en 1970, capitalisme, début de la mondialisation, a été perché par rapport à, admettons, ce que je suis en train de dire, machin. Bon, t'es pas dans le bon mood. Alors, t'es aligné avec toi-même, avec tes valeurs et ta vision, mais t'es peut-être trop tôt. Ça va pas marcher. Et inversement, si un mec ultra capitaliste commence à arriver avec une même logique que des choses qu'il aurait pu mettre à l'époque qui fonctionnaient, le fait maintenant, ça va pas marcher. Parce que le contexte est différent. Donc, il faut à la fois que tu respectes tes propres valeurs et ta vision, et qu'il soit fait dans un contexte qui change. C'est ça les planètes alignées. Parce que sinon tu vas être désaxé soit par l'extérieur, soit parce que tu te mens à toi-même. Donc ça c'est pas facile. Alors c'est une connaissance de soi, un peu de dev perso, un peu de dev professionnel. Mais c'est pour ça qu'il faut pas que faire du dev perso et savoir comment le monde fonctionne, un minimum, économiquement, sur les changements en cours. Et à l'inverse, ne pas être que dans le financier, et se dire, je vais oublier complètement cette démarche de pourquoi je travaille. Et pour finir, pour conclure là-dessus, ce que je dis souvent à beaucoup de monde, et ce qui peut être un petit peu choquant, c'est que la plupart des gens
ils sont de la biomasse. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont arrivés là. Ils font des choses, ils ne savent pas pourquoi. Alors ils consomment en plus, parce qu'on est dans un monde capitaliste, donc ils consomment par manque, pour la très grande majorité de spiritualité. Et ils consomment, et ils font des choses, et puis ils vont mourir. Donc ils sont de la biomasse. Voilà, il n'y a pas de sens. Alors t'es un être humain, bon, normalement ça va avoir un sens, mais voilà, c'est la biomasse. Quand tu dis spiritualité, c'est comme si ils n'avaient pas mis la conscience dans ce qu'ils sont en train de faire, et donc du coup dans ce qu'ils sont, ce qu'ils entretiennent, le monde dans lequel ils vivent, genre. Oui, c'est ça. Alors, il y a plein de niveaux et de lectures différentes, mais t'imagines bien que, bon, déjà, ça c'est aussi un fait purement économique, malheureusement, mais bon, la plupart des gens, ils font un job alimentaire. Ah oui. Je pense pas que tu t'es levé le matin ou quand tu es né, ou quand tu étais jeune, tu vois, je vais faire caissier. Malheureusement, hein. Alors, il en faut. Ouais. Et j'ai indirectement la solution à ces problèmes actuels pour le prochain cycle. Mais non, alors pour certains, c'est parce que ils ont fait peut-être les cons pendant leurs études, ou ils n'ont pas eu les bons parents, ou ils n'ont pas eu d'argent pour faire des études. Et d'autres, même qui ont eu ce contexte-là, ce que je te disais par rapport au fait d'ingénieur, je crois que les statistiques, à bout de 10 ans, je crois qu'il y a un ingénieur sur 2 qui n'est plus ingénieur. Parce qu'en fait, tu as été ingénieur parce que tu étais bon en sciences, parce que tu as fait bac S, et que derrière, tu as fait des écoles. Le nombre de personnes actuellement qui sont dans la finance ou dans les sciences, qui changent de vie complètement pour faire élever des moutons à la ferme, il y en a plein. Parce que ils travaillent à la défense et machin. En fait, ils n'ont pas de sens, ils sont vides. C'est ça. Donc, ouais. Il y a une stat que je trouve super intéressante, on en a vaguement parlé tout à l'heure, là, c'est à la sortie du Covid en 2022, c'est 35,8% des reconversions professionnelles qui se font vers les métiers du développement personnel et du bien-être. Alors, il y a une autre stat qui est pas cool, c'est qu'à 3 ans, tu as la moitié des entreprises qui ferment. Oui. Ouais. Donc, je sais pas combien d'entre eux étaient périns, mais en tout cas, il y avait vraiment ce truc de gros contretemps, gros retour vers soi et une envie de contribuer dans... Oui, après, dans tous les cas, c'est la nature, hein, c'est la survie du plus fort. La nature n'est pas socialiste, malheureusement. Comment ce mec fait pour rentrer un cerveau aussi grand à l'intérieur de son crâne? Non mais sérieux, le mec est câblé, je sais pas comment il fait ça. Comment il a accompli autant de choses? Je ne sais pas. Et ce mec-là, il fait du bien en fait. Ce mec-là, il fait du bien parce qu'en fait, il nous explique d'une façon très rationnelle, très posée, comment est-ce qu'il y a des facteurs qui sont comme invisibles, mais qui peuvent nous permettre d'être en lien avec le monde. Il va parler de spiritualité, il va parler de business, il va nous montrer comment ces choses-là s'emboîtent. Et tu sais quoi? Tu sais où est-ce que tu peux vivre de la sécurité pour vivre encore plus de trucs comme ça? Bah tu fais comme lui. 5 décembre au Pasino de la Grande Motte, il est notre invité dans les tables rondes de la deuxième partie de soirée. Mais surtout, tu vas pouvoir voir sur scène d'autres cadres, dirigeants, entrepreneurs qui ont fait des millions en s'appuyant sur ces trucs hors cadre. Ils sont là pour témoigner, te faire sentir, répondre à tes questions. Ça se passe au Pasino de la Grande Motte, à quelques kilomètres de Montpellier. 5 décembre. 19h, 23h. Je sais où tu seras. Moi aussi. Retour au contenu. Eh ouais. Attends, il y avait un truc que tu as dit qui était super important, ça parlait de pouvoir. Ouais, tu disais qu'en gros, l'argent, c'est une forme de pouvoir et on peut orienter, se servir de son pouvoir. Il y a un truc, c'est que j'observe que, et d'ailleurs c'est le tantra qui me permet de m'en rendre compte, c'est qu'en fait on a tous du pouvoir à ceci près qu'on n'a pas conscience qu'on est en train de l'exercer, ou que quelqu'un est en train d'exercer son pouvoir sur nous. Notre liberté de nous positionner, de dire c'est ok ou c'est pas ok, notre liberté de choisir notre vie, ça c'est déjà une forme de pouvoir. Et d'ailleurs ça m'amène à la seconde question que je voulais te poser, on s'en fout, c'est que en fait j'ai l'impression que ta famille était comme... tu disais qu'il fallait être aligné avec son temps et aligné avec ses valeurs, et j'ai l'impression que tes parents étaient comme alignés avec leur temps, dans le sens où ils avaient compris comment ça fonctionnait pour construire une espèce de sécurité, mais qu'ils n'étaient pas alignés avec leurs valeurs. Oui, aussi, oui. Et que donc du coup ça les a amenés à une forme d'épuisement et des trucs comme ça. Et je voulais confronter avec toi si tu étais d'accord avec ça, qu'en fait ils étaient ancrés dans le cadre mais pas dans leur valeur, et que toi du coup tu avais envie de comprendre que le cadre c'est important, et que tu avais besoin de développer ton truc à toi. Ouais. C'est ça. J'ai lu un livre qui était un des premiers livres de dev perso que j'avais lu quand j'étais aux États-Unis, qui s'appelle, alors je sais même pas s'il a été traduit en français, qui s'appelle Inside Out, de Jamie Smart. Du coup je l'ai lu il y a belle lurette. Qui est relativement basique sur le fond avec le recul, mais qui était vraiment game changer pour moi. En fait, Inside, il t'explique que
la plupart des gens réfléchissent de l'extérieur, de out vers le in. En fait, c'est le monde, toi, tu sais, c'est un peu le classique. Le politique, c'est la décision qui va m'impacter. Les gens qui vont m'impacter. Telle personne, mon conjoint ou mes parents qui vont m'impacter. Donc c'est la vérité extérieure qui va engendrer ma vérité intérieure. En fait, c'est complètement faux. C'est pas de out à in, c'est in à out. C'est-à-dire que quelle que soit ta situation, en fait, c'est la façon dont tu vas le voir, c'est ta propre réalité, de tous les exemples que je viens de donner, qui va être ta propre réalité. Et le fait, c'est pour ça que tu as des gens qui vont être très très heureux, parce qu'ils vont être calibrés comme ça. Alors peut-être qu'ils ont été recalibrés à un moment donné, alors qu'ils ont des situations qui peuvent être un peu compliquées pour beaucoup. Et à l'inverse, certains qui pourraient avoir une belle vie, et pour eux, ils sont en dépression. Mais le fait de se dire, ok, c'est comme ça, ok. Alors c'est pour ça que j'ai toujours eu cette volonté, et j'ai toujours construit finalement ma vision comme ça. Telle politique fait telle chose, alors moi, ça va pas du tout m'impacter, j'en ai rien à faire. Ça va être ce que je vais faire moi qui va faire que ça va changer. Mes parents, pour ça, du coup, pour revenir sur le sujet, font telle chose, ok, c'est leur vérité, c'est pas la mienne, mais je vais m'ouvrir sur d'autres choses par rapport à mes valeurs. Alors, rapidement sur les valeurs, globalement, alors, sauf si vous êtes un psychopathe, un sociopathe, on a tous à peu près les mêmes. Ce qui fait la différence, c'est plutôt le classement de tes valeurs. Alors, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, c'est aussi quelque chose que je fais faire à certains clients, plus sur la partie accompagnement. Alors, quelles sont vos valeurs, tu les mets, tu prends du temps parce que tu ne les as pas forcément de suite, même tu peux faire un petit peu de travail de recherche. Ça, c'est le moment facile. Et après, je leur dis de les classer. En disant, admettons, dans une situation compliquée, complexe, et il vaut mieux le faire avant d'ailleurs, c'est pas sur le moment que tu vas le faire, quelle valeur tu vas pouvoir sacrifier pour l'autre. Et ça, là, ça devient intéressant parce que les gens vont pas avoir... on va avoir les mêmes troncs communs, les 10 premières, admettons, les 20 premières, mais ils vont pas les classer dans le même ordre. C'est pour ça que pour un Elon Musk, toi, lui, en 1, c'est la contribution et le fait qu'on se souvienne de lui. C'est pas l'argent et c'est pas la famille. Parce que si c'était l'argent, d'ailleurs, il serait retiré depuis son premier cash-out qu'il a fait avec PayPal, et il aurait pas réinvesti pour quasiment risquer tout et faire faillite plusieurs fois. C'est pas l'argent. C'est pas la famille, parce que je trouve aujourd'hui il a 13 enfants et il les voit presque pas, toi. Pour lui, avoir une conversation avec ses enfants, c'est 5 minutes le matin entre 2 mails. C'est vraiment la contribution. Et c'est ok. Toi, il n'y a pas de jugement. On peut pas dire, oui, il est horrible. Oui, mais pour lui, c'est normal. Donc tu peux pas le juger. Alors, par rapport à tes propres valeurs. Alors, pour certains, ça va être l'argent. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? C'était peut-être plus avant ça. Pour certains, ça va être la famille. Et pour ça, je veux dire, si dans une situation très compliquée, qui peut être vraiment, qui peut arriver du jour au lendemain, ou quelque chose de progressif, laquelle tu sacrifies par rapport à l'autre, et à ce moment-là, tu te mens pas. Parce que si tu as fait l'exercice là, quand tout allait bien. Et donc, c'est ça qui va faire que là, tu es aligné. Et après, tu as un contexte, et tu dois faire avec ton contexte. Et pour conclure vis-à-vis de tes propos et vraiment répondre à ta question, et notamment par rapport aux générations précédentes, c'est quelque chose que j'ai déjà dit mais qui est très important, c'est la première fois de l'histoire où quand tu nais dans le monde, tu ne meurs pas dans le même. Parce que les générations avant, alors j'exclus du coup là mes parents, nos parents et nous du coup, parce que justement c'est là actuellement. Avant ça, les innovations, les nouvelles technos, le monde de manière générale, géopolitique, ça avançait de manière organique. Mais aujourd'hui, entre les nouvelles technologies, l'innovation, l'IA et d'autres qui vont arriver notamment sur des sujets que les grands publics ne maîtrisent pas encore, mais comme le quantique, là c'est en train de partir en exponentiel. Donc nous, je suis né en 91, je vais pas mourir, mais le monde l'année où je vais mourir n'a aucun rapport avec 91. Et mes enfants, ça va être encore pire. Et ça, c'est la première fois dans l'humanité que ça arrive. Et c'est pour ça que c'est complexe pour les parents et les grands-parents, même si j'ai plus de grands-parents. C'était déjà compliqué, tout Internet et l'ordinateur. T'imagines que là, les mecs, en fait, ils vivent pas dans le même monde que nous. Ils sont ailleurs. Et ça va être de pire en pire.
Parce que déjà, ne pas maîtriser l'IA, tu vas être handicapé. Alors, déjà, ne pas maîtriser l'ordinateur, pour certains, tu as vu, ils rejetaient en bloc dans les années 90, non, ça va jamais marcher. Tu as été handicapé dans les années 2000-2010 si tu maîtrisais pas l'ordi. Et plus ça va aller, plus ça va être le cas. Et ça, c'est assez unique dans l'histoire de l'humanité. Ok, ouais, ça fait du sens. Il y a un truc que tu fais là qui me fait extrêmement du bien et j'ai très envie de le nommer. C'est de ne pas qualifier en bien ou en mal quelque chose, mais de dire c'est un fait. Ouais, Il y a beaucoup de gens qui... Est-ce que c'est une fascination ? C'est pas de la fascination, mais j'ai beaucoup d'intérêt pour des parcours comme celui d'Elon Musk. Et quand j'en parle, ça dérange les gens facilement parce qu'il y a un jugement qui se pose et qui, à mon sens, les prive de l'accès à la réalité de ce qu'il incarne. Tu vois, je veux dire, le mec a accompli des choses qui sont absolument incroyables. Et l'idée, c'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, parce que quand on se dit c'est pas bien, du coup, on n'a pas envie de regarder. Alors qu'en fait, il y a tellement de choses à apprendre dans ce truc-là. Et donc... Oui, alors c'est sûr que psychologiquement, oui, il est un peu atypique. Alors, je sais plus ce qu'il est, il a un QI exceptionnel, il est un peu bizarre le garçon. Donc il y a certaines choses qui s'expliquent aussi dans sa réussite, mais oui, effectivement, pour lui, dans sa tête, il comprend pas les autres. Toi, il comprend pas pourquoi on lui dit que c'est pas bien. Bah ouais. Ah, c'est ça, c'est qu'il est dans le spectre autistique, cet homme. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'est pas ancré dans la même réalité que nous. Il est c'est plus une calculatrice qu'un animal, quoi. Ouais. Pour ça, elle est sur Mars. Bon, ok, alors on va le faire. Vous m'embêtez. Et pour d'autres, c'est le diable. Ouais. C'est le diable. Il faudrait l'assassiner, toi. Et c'est ça le problème. Et c'est ce que j'ai retrouvé indirectement aussi dans la religion et dans la spiritualité, ce qui sont deux choses différentes d'ailleurs. Oui. Parce que tu peux être spirituel et ne pas du tout être religieux. Exactement. Et à l'inverse, j'ai vu beaucoup de religieux ne pas avoir du tout de démarche spirituelle. Oui. Ce qui est un peu bizarre. Et carrément. D'ailleurs, ça me fait du bien d'entendre ce que tu dis parce que j'ai l'impression que c'est un peu un des propos que j'avais avec Florence Endel la semaine dernière. C'est que en gros, je vois deux mondes qui se regardent et qui se toisent et qui pensent avoir raison. D'un côté, un monde extrêmement cartésien qui a compris comment faire de l'argent et qui à un moment donné vont juger. Un côté extrêmement qui se dit spirituel et qui vont dire moi j'ai la raison parce que j'ai la conscience. Alors qu'en fait, à mon sens, il n'y a aucun des deux qui a compris parce qu'il y a les deux recèlent d'une ressource qui pourrait participer à l'épanouissement et de l'un et de l'autre. Je veux dire, une spiritualité qui est ancrée dans la matière et qui crée de l'abondance, c'est tellement plus spirituel que... en fait, c'est aussi dans ma stratégie d'investissement, ce que je fais aussi pour les clients. Yes. Souvent, c'est dit autrement, mais c'est à peu près la même chose. Ouais. Tu as beaucoup de gens qui vont être très... je rejette complètement le capitalisme, j'arrête tout, je vais vivre en Inuit, limite collapsologue. Et tu as les autres... j'en ai rien à foutre, je vais cramer le monde jusqu'à ce que pas possible. Capitalisme, pour moi, on m'a dit que les ressources étaient illimitées, j'y vais. Et il y en a, ils vont faire que de la finance, de l'investissement particulier, il y en a qui vont faire que avoir une certaine logique. Et ils vont rejeter notamment tout ce qui est innovation technologie. Parce que si tu rejettes l'innovation et la technologie, ça c'est aussi une de mes propos sur justement le changement de paradigme actuel et de ce qui va être représenté, c'est qu'en parallèle, et une des solutions, ça va être l'innovation et la techno. Mais si tu le rejettes complètement, effectivement, c'est la fin du monde pour toi. Mais en même temps, si tu es, comme certains, complètement obsédé par l'innovation et que tu rejettes la terre, si tu rejettes des choses très, très ancrées avec une démarche spirituelle, tu as tort aussi. Donc moi, je vais te proposer certains très terrain et d'autres très, très tech innovants. Et j'ai le pied dans les deux mondes. Parce que justement, c'est une logique à avoir. Parce que si tu en rejettes un pour l'autre, je pense que tu as tort. Ouais. Je me sens très en lien avec ça. D'ailleurs, j'ai envie de le dire, je ne sais pas si c'est tout à fait à propos là maintenant, mais il y a un truc qui m'embête avec le monde spirituel, c'est qu'il a envie d'aller dans les entreprises pour bénéficier de l'argent des entreprises. Ouais. Et même pas pour contribuer pour l'entreprise. Je veux dire, le leitmotiv principal, c'est « Ah, il y a de l'argent dans l'entreprise, je vais aller là-bas ». Alors qu'en fait, ça me révolte parce que du coup, ils ne se mettent pas en lien avec la problématique de l'entrepreneur qui dirige son entreprise et comprendre ce qu'il est. Alors qu'en fait, eux, ils sont dans une démarche, je veux faire de l'argent avec l'entreprise. Bref, il y a un truc qui me révulse dans ce truc-là. Ah oui, non, je suis d'accord avec toi. Alors que pourtant, il y a une réalité. Et d'ailleurs, je vais reprendre les propos de Grégory Blanc-Villain, le président de la CPME, qui explique que depuis 5 ans, on enchaîne crise sur crise. Ça commence avec la crise des Gilets jaunes. Et donc, du coup,
les problématiques qu'il pouvait y avoir dans les rues, qui allait limiter les fréquentations des magasins et des entreprises, etc. Derrière, ça a été la crise du Covid. Derrière, ça a été la crise de l'énergie par rapport aux problématiques qu'il y a eu en Ukraine. Ouais. Et en fait, depuis quelques années, les entrepreneurs qui sont quand même le tissu économique de notre pays, qui font qu'il y a des entreprises, qu'il y a des emplois, qui font qu'il y a de l'argent qui circule, en fait, eux, ils sont en grande détresse. Et parce qu'ils sont dans cette grande détresse, il y a un mec qui fait partie de la CPME qui s'appelle Thomas, j'ai mangé son nom de famille, qui a une agence de com qui pèse, qui expliquait que en fait, la moitié des dirigeants des TPE, PME commencent à s'intéresser à tout ce qui est développement personnel, mais plus que ça, c'est que à tout ce qui pourrait paraître perché, parce que c'est pas dans le cadre de référence, et parce qu'ils en sont là, ils sont prêts à s'ouvrir, mais qu'ils ont besoin de sécurité pour le faire. Donc, tu disais qu'on était dans une exponentielle avec une espèce d'accélération, et je me fais l'idée que les contraintes dans lesquelles on est en ce moment nous ouvrent vers un monde beaucoup plus spirituel, parce que tout le monde se retrouve malmené et cherche des solutions en dehors du cadre, parce qu'on voit bien que les solutions qui sont dans le cadre ne répondent plus, ne permettent pas de trouver de la clarté, parce qu'en fait, si tu regardes en appliquant les principes d'avant, tu dis c'est foutrement la merde et je sais pas du tout comment je vais faire pour m'en sortir. Versus des gens comme Florent Sendel et comme toi, qui peuvent amener des trucs en mode, justement, quand on en arrive là, c'est le moment où on peut se fier à quelque chose qu'on connaît moins, qui donne l'impression qu'on va fermer les yeux. Et dans cette... faire l'autruche. Mais là, c'est plus fermer les yeux dans le sens, je vais arrêter de regarder ce qui se passe et je vais sentir ce qui se passe à l'intérieur de moi et changer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ça va impacter l'extérieur. Et ça reprend le livre que tu disais plus tôt. Et on en arrive à une question que j'ai envie de te poser à cet endroit, c'est comment est-ce que tu aides les gens qui veulent investir avec toi à changer ce qu'il y a à l'intérieur, et qu'est-ce que ça change du coup dans leur réalité financière derrière? Et en plus, par rapport à ce que tu dis, c'est logique parce que dans cette histoire, en fait, c'est tout ce qui est gros institutions, grosses entreprises, elles vont plus fonctionner. Déjà, elles sont trop grosses et ça va manquer d'adaptabilité par rapport à l'accélération de l'histoire. Et ça va être les petits, ce que tu dis, donc, qui vont être importants dans l'histoire parce qu'ils vont beaucoup être facilement à s'adapter. C'est ce qui s'est passé avec les dinosaures. Les dinosaures sont morts et tu as eu les petits lémuriens qui étaient beaucoup plus adaptables au contexte, à l'histoire, qui eux auront pris la place des dinosaures et qui se sont adaptés dans l'histoire. Ça va faire la même chose. Et donc pour répondre à ta question, il y a un petit peu d'éducation forcément. Il y a des gens qui viennent sur certains points, sur certaines thématiques, parce qu'ils se posent des questions et ils n'ont pas forcément de réponse. Ou certains pensent avoir des réponses, mais ça manque de compléments. Et ils viennent. Je sais que, j'en suis réaliste, que dans ma thématique, je pousse un petit peu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans l'investissement en France, je jette pas la pierre, mais c'est pas très poussé. C'est vraiment basique. Investir en bourse, investir en immobilier, bon, ils vont pas t'expliquer le pourquoi du comment, et encore moins l'objectif et les valeurs qu'il peut avoir. Enfin bref. Et donc, c'est de comprendre pourquoi ma stratégie d'investissement, pourquoi j'investis là-dedans, enfin vraiment la partie technique, le comment, qui importe peu. Le comment, c'est aujourd'hui, tu as toutes les informations du monde, encore plus avec l'IA. Si tu commences une phrase, tu te poses une question qui commence par comment, c'est la partie facile. Tu as forcément la réponse aujourd'hui, ou au pire, tu vas voir quelqu'un qui a déjà la réponse. Donc tu commences pas les questions par comment. Tu trouves que tu as des questions qui commencent par pourquoi. Et c'est là que c'est compliqué, c'est ce que tu me dis en fait. C'est les questions qui commencent par pourquoi qui sont compliquées. Et c'est là où le fait que j'investisse là-dedans, dans tel domaine, dans telle structuration et dans telle thématique, c'est dans ce changement de paradigme, dans les questions que les personnes se posent et dans ce besoin de se réaligner du coup pour répondre aux questions. Et ils sont de plus en plus conscients de leurs valeurs, avec une vision qui change pour beaucoup, parce qu'ils ont été éduqués par une génération qui ont appliqué aussi peut-être ce qu'ils avaient de la génération d'avant, ce qui est ok encore une fois, et qui disaient en fait je comprends pas la logique, je comprends pas, on m'a dit c'est comme si tu faisais un jeu vidéo, on te donne les règles, t'avances dans le jeu vidéo, ça n'a aucun rapport. Je dis mais attends, tu m'as dit que tu fallait jouer comme ça, tu m'as dit tu fais tel truc, tel bouton, j'ai tel résultat. Mais en fait aucun rapport. C'est-à-dire, il est nul ton jeu. Sauf que là, tu es obligé de continuer. Donc, c'est un peu la même logique. C'est-à-dire, attends, je vais chercher des réponses aux questions. Le comment, le je joue, ça encore, une fois, j'ai la question, j'ai les réponses. Mais d'y arriver et de comprendre pourquoi je le fais, là, il y a la vraie question. Et je l'explique notamment
et je crois qu'on en avait discuté au téléphone, et là je vais arriver à mon fameux leitmotiv des cycles civilisationnels. Je t'avais posé la question, donc je te le repose pas directement, mais peut-être à ceux qui écoutent l'émission. C'est est-ce que vous connaissez la théorie des cycles, ça s'appelle les cycles paradigmatiques et civilisationnels de 550 ans. On avait très très rapidement abordé le sujet. Je sors pas de mon chapeau, hein, c'est pas quelque chose que j'invente. Ouais. Déjà, ça se vérifie par l'histoire et par l'évolution de l'humanité. Et initialement, ça vient pas de moi. Donc après, moi, je suis allé beaucoup plus en profondeur. Quand je suis tombé là-dessus, je suis waouh, c'est un des trucs qui m'avait le plus choqué de prime abord. Et en fait, c'est des cycles dans des cycles. Donc, il faut vraiment s'imaginer des poupées russes. Donc, tu as des petits cycles. Donc, même je ferai la boucle avec ce que tu as dit sur le capitalisme et la spiritualité et le nihilisme. Et notamment, sans rentrer dans les très très grands cycles, mais il y a les cycles de 5 siècles, on va dire, pour faire simple. C'est 550 à peu près. Et en fait, toutes les institutions en place périclitent. Aujourd'hui, il y en a 7, et à chaque fois, en fait, les institutions en place se disent « non, je suis beaucoup trop fort pour disparaître ». T'imagines bien que Rome, l'Empire romain, ils ne sont pas imaginés une seule seconde. Ils disent « non, nous, on est Rome, on ne va pas disparaître ». Enfin, même, c'est logique. L'esprit humain ne va pas se dire « on va peut-être disparaître un jour, il faudrait que je réfléchisse ». Mais bon. Et tous les 550 ans, mais c'est assez précis, hein, c'est assez fou. Hein. Je ne vous fais pas un cours d'histoire, mais tu as eu les Grecs de moins 700 à moins 150. Ça fait 550. Tu as eu les Romains de moins 150 à 400. Empire romain, pareil. Et à chaque fois, tu avais les institutions en place qui tombaient. Et donc, notre cycle actuel a commencé environ en 1500. Je te laisse faire le calcul. 550 ans, on est plutôt vers la fin. Ça tombe sur 2050. Donc ça a commencé vers là pour plein de raisons. Et les 7 institutions en cours, qui sont en train de péricliter, on commence à avoir un début de la fin, qui devront être remplacés du coup, et tu as notamment l'État-nation. Tu vois bien aujourd'hui que les États, l'État, l'entité État, n'a plus de contrôle. C'est plus des zones continents, des logiques continentales, d'alliés, machin. L'État en tant que tel, on le voit en Angleterre, en Allemagne, là, en Espagne, et je reprends que l'Europe, en France, les gens sont ingouvernables aujourd'hui. Donc il y a l'État, il y a la banque, il y a la bourse, il y a l'école, avec un grand E, il y a les médias et il y a les syndicats. Donc syndicats patronal et ouvriers. Bon, en fait, ça reconnaît le patron et les salariés. Donc toutes ces institutions qui sont au nombre de 7 vont disparaître. Et là, c'est pas mon avis, encore une fois, c'est pas ce que j'ai raison ou ce que j'ai tort, c'est une observation. Et alors certains sont très négatifs, sont optimistes, c'est toujours la façon de le voir, encore une fois, et c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. C'est ça aussi qui est excitant dans un sens. Alors certains sont collapsologues, c'est la fin du monde, non, c'est un nouveau. Donc ce qui est aussi excitant, c'est-à-dire par quoi on va le remplacer. Et donc dans les 5 siècles, il y a plusieurs, comme je te disais, les poupées russes d'autres cycles, et le dernier cycle aussi d'un siècle, qui est en train de finir aussi, le cycle de 5 siècles qui est plus grand, c'était le cycle du nihilisme. Donc ça va faire presque un siècle qu'on a rejeté complètement la spiritualité, qu'on a rejeté, pourquoi ? Pour le capitalisme, parce que les gens comblaient le vide spirituel, mais qui était OK sur ce cycle-là de nihilisme, par la consommation. La surconsommation et l'abondance. Mais c'était OK parce qu'il y avait l'abondance. On achète, on va... Allez, samedi, je vais m'acheter une petite déco, une nouvelle télé, une nouvelle voiture, par crédit. Ouais. Donc, ils ont comblé pendant un siècle, vers les guerres jusqu'à maintenant, potentiellement jusqu'en 2050. C'était le cycle du nihilisme qui est en train de se finir, au sein du cycle actuel qu'on appelle la modernité. Je dis les Romains, les Grecs, il y a eu la féodalité, enfin bref. Et aujourd'hui, c'est la modernité qui se termine aussi. Donc, tu arrives à plusieurs cycles qui se finissent en même temps. C'est ce qui est intéressant à l'échelle de l'histoire. Et c'est pour ça que tu retrouves ce que tu as dit, le besoin pour les gens de renouveler la spiritualité, parce que si tu arrives à la fin de l'abondance, ce qui est le cas, pour reprendre propos de monsieur Emmanuel Macron aussi, je suis rarement d'accord avec lui, mais là il avait dit c'est la fin de l'abondance, je sais pas si tu t'en souviens. Faut vous préparer à ça. Bon voilà, il dit beaucoup de conneries, mais là pour le coup, il avait dit vrai. C'est la fin de l'abondance. Donc fin de l'abondance, parce que ressources limitées, donc fin de la surconsommation. Comment tu fais pour combler le vide de la spiritualité par la consommation? Tu peux plus. Donc il y a un retour à la spiritualité ou à la religion aussi, que tu vois de nouveau beaucoup post-Covid. Parce que tout est lié.
C'est pour ça que j'aime beaucoup toucher à tous les sujets, économiques, financiers, politiques, spirituels, parce que tout est lié. Là, tu retrouves un besoin de spiritualité aussi parce que d'un point de vue macroéconomique, on en est là. Ouais. Donc voilà, je vais terminer, ça va faire 5 minutes quand même sur les différents cycles. J'ai préparé le cycle suivant. Je pourrais donner la solution à l'échelle de l'individu et la civilisation, sachant qu'une civilisation, c'est pas juste l'addition d'individus, c'est différent. C'est pas juste un pays ou une société, c'est pas l'addition de plusieurs individus, ça se comporte différemment. C'est ça qui est compliqué à gérer. Donc les institutions vont disparaître, il y aura des nouveaux fonctionnements, et j'investis, je fais investir dans ce changement de paradigme qui fait que ça nourrit la spiritualité, la mienne en premier, et la future spiritualité des gens. Ouais. T'emploies beaucoup le mot spiritualité et ça me parle. Je me demande si la personne qui nous regarde peut se rallier sans que ça tape trop fort dans ses représentations. Donc, comment tu nommes, ou plutôt comment tu définis la spiritualité, sachant que ce podcast s'adresse principalement à des entrepreneurs, dirigeants, managers? Comment je définis ? Ouais. C'est l'application, on va dire, organique de ta chair, de ton esprit. Donc ça va être tout ce que je viens de dire, d'expliquer, hein, tes valeurs, ta vision, de vers où tu penses que le monde va aller, encore une fois, parce qu'il y a le out et le in, et de le concrétiser dans la matière. Après, tu peux être dans la spiritualité pure, ce que sont certains religieux, vraiment prier toute la journée, s'enfermer, limite ne pas avoir de contact avec l'extérieur, ce qui est ok, une démarche spirituelle particulière, mais qui fait pas avancer le schmilblick, comme disait mon grand-père. Carrément. Mais si tu es là, que tu côtoies les gens et que tu cherches aussi indirectement à créer une activité qui te plaît, machin chose, c'est aussi de faire bouger les choses dans la matière, dans l'énergie. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se mentir. En même temps, ça demande de se connaître beaucoup et de répondre à ces questions spirituelles. Donc la vraie spiritualité, c'est celle qui est appliquée aussi. Parce que si tu fais que ça, donc on va me le dire, c'est problématique. Et si tu n'en as pas, c'est aussi problématique. Carrément. Et d'avoir cette recherche qui va être pour le coup très intime, mais d'aller chercher les réponses où tu peux. Pour ça que je te disais, moi j'avais eu plusieurs phases parce que j'avais d'abord rejeté la religion qui m'avait été imposée par mes parents. Je suis revenu dessus après pour l'avoir étudié. Presque en revenant dessus par un choix qui était personnel, pour mes raisons, et notamment parce que sur cette fameuse interprétation et du bien et du mal, parce qu'il y a certaines religions qui te disent ce qu'est le bien et le mal, et j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire, ça, il faut faire ça, ça, il faut faire ça, ça, c'est bien, ça, c'est mal. Toi, j'ai beaucoup de mal. Et en me disant que, moi, du coup, la seule religion dans laquelle je me retrouvais, c'était une religion, du coup, catholique, qui finalement, que je rejetais, je suis revenu dessus beaucoup, qui, on te dit pas ce qui est bien et ce qui est le mal. On te dit qu'il y a le bien et qu'il y a le mal. Bon, il y a des bases, on est tous d'accord que tu ne tueras pas ton voisin. Mais même pour certains, pour pousser le vice, certains malades mentaux, ils tuent des gens, mais c'est pas de leur faute, bichette. Donc, et qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce que le mal ? Alors là, pareil, dans beaucoup de religions, tu vas avoir un noyau commun, mais ça va diverger quand même. Mais la religion là te laisse le choix et va t'expliquer comment essayer justement d'aller chercher le bien par rapport à ce que toi tu penses être le bien et de combattre le mal. Donc c'est pour ça que je suis beaucoup revenu sur l'aspect religieux, pur, catholique, que j'ai beaucoup étudié, et en ayant, parce que du coup ça c'était la démarche plus philosophico-spirituelle, développement personnel que j'avais eu en parallèle, qui n'était pas forcément religieux, où j'avais eu plusieurs mentors, son de cloche, un de mes mentors qui est encore vivant, qui s'appelle Marc Alevi, qui est assez connu parce qu'il est à la fois philosophe et physicien de la complexité, donc je m'étais assez rapproché de lui. Aujourd'hui, il est assez âgé, il a plus de 70 ans, mais qui lui était franc-maçon. Donc j'avais une vision qui m'expliquait de la franc-maçonnerie, qui est aussi de base une recherche de la spiritualité. Et en étudiant la spiritualité de manière plus large, et notamment, ça c'est le troisième point, par Nietzsche.
aussi, que j'ai lu assez tôt, et qui a été assez provocateur en disant Dieu est mort. Il y a beaucoup qui l'ont très mal compris d'ailleurs. Dieu est mort, oui, mais enfin, la version précédente, en fait, c'est parce que tu dois aller vers une version plus individuelle de la spiritualité, et de voir ce que tu en fais, toi, de la spiritualité. C'est la version de Nietzsche. Ou en gros, qui est peut-être une de mes citations préférées, où il dit que l'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhumain, qui est un terme qui est assez connu de Nietzsche, le surhumain. En fait, l'homme, comme je te disais, qui n'a pas cette recherche spirituelle, s'il n'a pas cette recherche spirituelle, il n'est que de la biomasse. C'est un peu ce qu'il dit, il dit pas ça, mais si tu cherches pas à avoir une démarche spirituelle et donc à te rapprocher du surhumain, c'est ça en fait. Le surhumain, c'est un homme basique qui a trouvé les réponses à questions spirituelles. Et sinon, tu vas te rapprocher de l'animal. Parce que si tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de vision, tu tombes dans certaines actions que font certains. C'est-à-dire qu'ils vont faire le mal pour faire le mal, tu ne sais pas pourquoi, même eux, ils ne savent pas pourquoi. Et ils vont plutôt tendre vers le mal, vers l'animal. Et donc d'avoir cette démarche spirituelle. Donc tu avais le religieux, ma recherche spirituelle, pour voir si j'avais raison, plus le côté nietzschéen. Du coup, j'ai analysé, j'ai tout lu de Nietzsche, qui a peut-être la personne d'un point de vue sociétal, philosophique la plus importante du XXIe siècle, je pense. Il y a eu Jésus, il y a eu Nietzsche, c'est le mec qui vraiment pousse le bouchon, qui a fait que j'ai eu cette logique-là, et je m'en suis fait ma propre conclusion. Ouais. Il y a un truc que tu as dit qui me semble crucial, et d'ailleurs c'est un peu ce que... J'appartiens aux deux mondes, très spirituel et très entrepreneurial, et les gens n'arrivent pas à comprendre ce truc-là, parce qu'en plus physiquement, j'ai tendance à dégager l'apparence d'un mec un peu trop viril, et donc du coup je suis associé au problème patriarcat quand on me voit arriver comme ça. Oui. Alors que dès qu'on m'entend parler, on sent qu'il y a d'autres choses, quoi. Et en même temps, dans ce d'autres choses, il y a... Oui, après, c'est sûr, quoi. C'est physique, mais bon, si tu crosses pas, forcément, tu tombes dans une image. Ouais, c'est ça. Et tu vois, il y a une femme qui s'appelle Aruna Lipschitz, qui à la base est quelqu'un qui travaille sur les mots, qui a fait une thèse autour de ces trucs-là, l'étymologie, etc. Et qui, par rapport à des besoins individuels, est partie devenir nonne dans la tradition bouddhiste. Et qui, en fait, en revenant dans sa vie, alors qu'elle se sentait dans une espèce d'accroissement spirituel, d'état d'extase quand elle était dans son monastère avec son enfant, etc., quand elle revenait dans sa famille, chaos à l'intérieur, en fait, ça veut rien dire ce que je suis en train de faire, quoi. Et je trouve que ce que tu amènes là, dans un besoin d'incarnation de la spiritualité, en fait c'est ça, je suis pas dans mon monde avec une plume dans mon cul à me dire que j'ai compris ce que c'est que la vie, je suis pas dans mon entreprise avec... ça non plus, comment ? Oui, t'auras jamais la réponse à des questions métaphysiques et spirituelles, c'est le principe. Et c'est pas non plus moi en tant que dirigeant avec ma capacité à gérer des responsabilités beaucoup plus matérielles qui est compris. C'est un micmac entre les deux, et c'est quelque chose que tu incarnes. Maintenant, ce que j'ai envie de te poser comme question, comme pour donner du concret, et quand je vais faire l'introduction, c'est vers ça que je vais dire à la fin il se passe ça. Aujourd'hui, c'est quoi les résultats auxquels tu arrives à amener les personnes qui travaillent avec toi? Et après, comment tu fais ça? C'est-à-dire pour quelles raisons est-ce que quelqu'un pourrait te choisir? Ça, c'est la question que je me pose. Et dans un premier temps, je pense qu'il va venir te chercher pour les résultats que tu peux avoir, qui va te distinguer d'autres personnes. Donc, du coup, c'est quoi ces résultats? Et ensuite, comment est-ce que tu amènes ces gens à cet endroit? Aujourd'hui, l'image personnelle, d'un point de vue même marketing, est très importante. C'est-à-dire que les gens, même aujourd'hui, vont plutôt choisir quelqu'un que les résultats promis ou la promesse. C'est un peu même la base de ce qu'on peut apprendre en marketing, en branding aujourd'hui. Ce qui est vrai, parce que les gens aussi ont à la fois un peu marre du marketing pur et dur, ont besoin d'avoir plus de proximité avec les gens. Donc je sais que ceux qui viennent me voir, et c'est quasiment le cas systématiquement, mais ils viennent aussi par rapport à ce que je partage. Encore une fois, les visions et les valeurs. Forcément, si tu es à l'opposé de ce que je dis, et je crée du contenu tous les jours, tu vas pas aller au bout, ce qui n'aurait aucun sens. Et les gens vont se regrouper. Et de manière générale, les gens se regroupent. C'est assez communautaire, les gens, finalement. Même de manière inconsciente, encore une fois. Que ça soit culturellement, religieusement, couleur de peau, tu vas quand même avoir une tendance à te regrouper. Donc, dans cette logique-là, dans le fait de partager
Alors, à la fois des valeurs, ça c'est le in, que je disais, et de partager une vision un peu atypique, il faut le dire, de l'investissement, les gens ils vont se reconnaître. Et ça c'est de plus en plus, parce que les gens sont de plus en plus être anti-système, anti-étatique, anti-bancaire, anti-finance. Donc ça me sert dans le sens là, parce que moi je joue le jeu parce que c'est mon contenu et je suis persuadé de ça, donc c'est logique. Les gens me viennent vers ça. Et après, c'est dans la finalité. Donc, comme tu dis, c'est comment on y arrive, quels sont les résultats. Et c'est de se dire que tu vas avoir ce qui est vrai. Parce que pour la plupart des gens, faire le plus d'argent, ça va être dans la bourse, la finance traditionnelle, ce qu'on faisait à l'époque, toi, dans les années 80, 90, 2000. Tu gagnais plus d'argent qu'en se disant, je vais faire de l'investissement qui va être dit alternatif, mais je vais gagner moins. Sauf que ça se retourne en ce moment. C'est que tu vas peut-être gagner plus en faisant de l'alternative qui a du sens, impact, et ainsi de suite. Je pourrais même donner d'autres exemples si tu veux, parce que j'ai pas forcément donné beaucoup d'exemples. Et en même temps, prends moins de risques. Parce que plus le temps passe, pour ceux qui ont suivi toute l'émission, plus on se dirige vers la fin du cycle en cours et plus on a le changement de paradigme qui se met en place, plus tout ce que tu as investi dans l'ancien monde prend un risque systémique. Si tu investis dans l'État, parce que tu peux le faire indirectement dans les obligations d'État, en fait, tu investis dans la France, dans l'État-nation. Si tu investis dans les produits bancaires, la banque est censée disparaître. Si tu investis dans le marché financier, qui a complètement divorcé de l'économie réelle, qui est donc la bourse, et que moi, je te dis que l'État, la banque et la bourse vont disparaître, en fait, tes investissements, plus ça avance, plus il y a un risque systémique qui disparaissent. Et il y a très peu de gens, alors je sais, parce qu'aussi, finalement, beaucoup, et quel que soit le métier pour le coup, tu fais ton taf par rapport à ce que tu as appris avant. Il n'y a pas cette logique, je sais que là est la différence, ce qu'on appelle la prospective. Je suis prospectiviste. Alors, prospective, c'est imaginer le futur, mais c'est pas dans le sens science-fiction, des choses qui pourraient ne pas exister. Je sais, c'est pas Star Wars aussi. La prospective, c'est d'imaginer le futur proche et lointain par rapport à une régression que tu pourrais faire scientifique, historique, économique. C'est ça la prospective. Et je pense que c'est ça la grande différence dans mes contenus, c'est que j'essaie d'être prospectiviste. Et donc d'appliquer ça. Et donc plus tu tends vers de faire de l'investissement, même de plus large, de business de demain, moins tu prends de risques aussi, parce que si tu en avances sur les autres, alors faut pas être trop en avance non plus, faut pas être trop dans le futur, parce que le marché ne serait pas assez mature. Mais si tu as un train d'avance, forcément que c'est toi qui vas avoir raison et qui va faire que les tendances vont te donner raison. Et ça, alors, dit comme ça a l'air simple. Alors, ça demande un petit peu d'analyse et je ne demande jamais évidemment à nos clients de s'y connaître dans tel domaine, de faire les analyses, ça on le fait pour eux. Mais de comprendre cette logique, c'est ce que veulent aujourd'hui de plus en plus de gens, de plus en plus de citoyens. J'utilise le terme de citoyen exprès parce que justement c'est qui est un peu politisé. Parce que forcément l'argent ça concerne tout le monde et que si tu veux avoir un impact quels que soient tes objectifs, ta vision et tes valeurs, et à un moment donné l'argent ça va te toucher. Que ce soit ton business, investir dans ton business, un investisseur il entreprend et un entrepreneur à un moment donné il investit de l'argent. Donc tout le monde peut être touché plus ou moins. Et donc par rapport à ça, d'anticiper ces tendances, certaines très matérielles et d'autres un peu moins, ce qui va faire que ça va te donner des résultats, quoi qu'il arrive. Donc, c'est mon discours, mes valeurs, bien évidemment, ça c'est unique, mais tout le monde est unique. Donc, je vais pas aller là-dessus, mais le fait d'être, pour être très, très marketing, c'est une stratégie d'océan bleu. C'est-à-dire que je suis le seul à dire ça presque. Je suis le seul à tenir un discours qui est presque à l'opposé de tous mes collègues sur le papier. Donc, ça semble évident qu'il y a des gens qui vont venir vers moi naturellement, et surtout, on va avoir des résultats qui vont être différents des autres, sans pousser, toi. Donc, c'est un peu une logique macro sur tous ces sujets-là. Il y a une dernière question que j'ai envie de te poser. C'est en quoi... Attends, est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de la poser ? Ce sont plusieurs. Oui. Faire 8 heures de podcast en vrai. En plus, je m'appelle Alexandre Nou, donc en vrai, on est vraiment nombreux dans ma tête, tu vois. Mais en quoi c'est perché ce que tu fais ? En quoi ça relève pas du cadre usuel des gens ?
Bah, alors certains, il faut aller un peu en profondeur, parce que ce que je te disais au début, c'est-à-dire que sur la forme, ça ne l'est pas du tout. Ouais. Tu dis à quelqu'un, ouais, t'es CGP, le terme exact c'est 6, parce que conseiller en gestion de patrimoine, c'est un terme qui d'ailleurs n'existe pas, c'est un professionnel dans le monde de l'investissement. T'es conseiller d'investissement, ça a l'air, waouh, ça a l'air très technique, ça renvoie un petit peu, toi. Donc il faut creuser, mais c'est dans le discours que je tiens et dans ce que je partage qui peut sembler perché. Certains m'ont même dit dans des webinaires que j'ai pu faire, dans des contenus, toi, quand je m'écarte un petit peu de la technique, quand je parle pas forcément de l'IMO, du private equity, de la crypto, enfin, ce genre de choses, certains me disent, ouais, t'es un peu complotiste quand même des fois. Genre, non. Donc, alors ça dépend de ta définition de perché, mais dans la démonstration, une fois que j'ai du temps pour démontrer, alors que des fois, en plus, il y a 2 semaines, j'ai fait une conférence à Montpellier, là, j'avais 1 heure, j'ai déroulé, toi, les gens, ils se disaient, oh, c'est incroyable, et ils ont posé plein de questions. Après, là, oui, si tu prends sorti de ce contexte, des fois, des propos, des machins, ça peut sembler un peu bizarre. Parce que dès que tu es anti-système, forcément, tu peux être dans la case perché. Ouais. Surtout quand tu vas le relier à des notions spirituelles et religieuses. Parce que là, en plus, quand tu le relis à un contexte macroéconomique, tu peux emmener les wagons, toi. Mais quand tu vas faire que un contenu ou que une émission ou que tu vas parler que de ça, ce que j'ai déjà fait, certains me disent, mais qu'est-ce qui lui arrive à François là d'un coup, il fait une émission que là-dessus, ça il va bien. Et pourtant, ça, pour ceux qui suivent de près, j'en ai toujours parlé, hein. Que ce soit des podcasts en solo, même des invités. Toi, en 2022 à Montpellier, j'avais fait un gros séminaire comme j'ai l'habitude de faire. J'avais fait intervenir un abbé. Je l'avais fait intervenir sur l'aspect philosophique de l'argent. Et finalement, c'était génial parce qu'il a presque pas parlé de religion. Je m'attendais à quand même qu'il fasse un petit appel à l'action. Ouais. Et il a parlé de pourquoi vous faites ce que vous faites, entrepreneur, investisseur. Et c'était incroyable. Histoire, philo, tout petit point de jeu. Toi, donc, dans ce que je vais mettre, c'est un peu du seeding comme disaient les Américains. Si tu plantes des graines, les gens qui te suivent, qui t'écoutent, qui te suivent de près. Des fois ça germe, des fois non, mais vraiment à ta question, ça va être dans ma vision de ce que je peux amener dans une thématique qui n'est pas du tout normalement à ces sujets-là, très capitaliste de base, qu'on pourrait dire, alors que moi je vais dire l'inverse, c'est que dans le changement de paradigme actuel, ça peut être la réponse à ta question, et la réponse à une certaine partie des institutions qui sont en train de péricliter, c'est que entre autres, il faut avoir une question de frugalité. Et on va dire, putain, il fait de l'investissement, la finance, il a une chemise. Toi, aujourd'hui, si t'as une chemise, t'es forcément de droite, capitaliste, limite. Il y a des fois, on va me dire un contenu, j'ai eu les deux il y a pas longtemps encore, ça me fait rigoler. Sur certains propos, oh, François, t'es d'extrême droite, et le lendemain, François, t'es de gauche, je comprends pas, toi. Ouais. Alors oui, alors déjà droite-gauche aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Tu peux avoir certaines personnes dans certains mouvements qui peuvent dire des choses raisonnées alors que t'es pas d'accord, et inversement dans une autre extrême que t'es pas du tout, et une personne que t'aimes pas, veut dire qu'un jour elle peut avoir raison, toi. Bon, enfin bref. Et donc ça va être dans ce côté perché. On me dit putain, François, il cherche la frugalité. Ce qui, d'un point de vue scientifique, me semble frapper le coin du bon sens. C'est-à-dire que si tu as une limite des ressources, qu'on a déjà dépassé le pic des ressources et qu'on continue dans cette logique-là, mathématiquement, ça ne tient pas la route. Donc on est censé être frugal d'un point de vue sociétal et de l'individu. Et les gens me disent, c'est bizarre. Donc je l'explique scientifiquement, économiquement, et de pousser les gens vers cette logique-là. Donc d'avoir une logique d'investissement, business qui donne du sens spirituel et économique, et en même temps de se dire à l'échelle de l'individu, faut que tu sors du nihilisme, donc ça c'est la spiritualité, faut que tu sors de l'abondance, ça c'est la frugalité. Mais si tu continues à avoir cette logique du 21e siècle et de la modernité, en fait tu vas pas y arriver, enfin tu vas te couper les arbres sous le pied, et puis à un moment donné en fait la réalité va être trop brutale, qui va faire que tu vas te prendre un mur. Et ça, pour beaucoup, c'est perché, en fait. 100% d'accord.
Ce que je retiens de notre échange à tous les deux, c'est que tout part de ce moment où ta famille te dit, si tu veux vivre en sécurité, fais ce que nous on a fait. Et il y a un schisme à l'intérieur de toi où tu te dis, mais putain, mais je vois que vous n'êtes pas heureux, alors que moi je veux être heureux, donc je comprends ce que vous me dites, et j'achète ma tranquillité en appliquant ce que vous me dites. Et à ça, tu rajoutes une dimension qui est, en fait, j'ai envie d'avoir du sens pour moi, j'ai envie de développer des choses qui me font du bien aussi. Dans la philosophie, des éléments qui te permettent de comprendre pourquoi entreprendre, comment entreprendre, qui te font comprendre que c'est pas l'extérieur qui impacte toi, mais que c'est ce qui est à l'intérieur de toi qui va influer sur ce qui va se passer à l'extérieur. Et que c'est là-dedans qu'il y a toute la part subtile, qu'il y a toute la part comme spirituelle ou qui pourrait paraître perchée. Parce que la plupart du temps, on a tendance à tordre l'extérieur sans comprendre qu'en fait, c'est notre intérieur qui fait vivre l'extérieur. C'est important pour moi de te faire parler et surtout de la façon dont tu l'as fait parce que tu es quelqu'un de très érudit, tu es quelqu'un qui a une expérience qui est solide, qui vient installer de la sécurité pour des gens comme des entrepreneurs. Et justement, comme tu dis, on arrive à la fin d'un paradigme, on arrive à la fin d'une ère. C'est marrant parce que dans le côté perché, on dit qu'on rentre dans l'ère du Verseau, donc un changement de la matière vers quelque chose de plus spirituel. Il y a même Malraux qui disait que le 21e siècle serait spiritualité ou ne le sera pas, au sens de l'humain sera conscient de lui-même ou alors on ira dans le mur. Et ce que tu incarnes là permet, à mon sens, à des gens de trouver de la sécurité et se dire, ok, je comprends peut-être pas tout, mais ça fait du sens, ça vient nourrir mon mental qui a besoin de comprendre et allons regarder. Et on en arrive à l'invitation que j'ai envie de faire à la personne qui regarde ce podcast le 5 décembre. On réunit au Pasino de la Grande Motte 1000 entrepreneurs, dirigeants, managers, ces gens qui sont en faveur du tissu économique et qui vivent la fin de ce paradigme sous la forme de pression qui se répète sans arrêt, qui les pousse à se poser des questions sur comment est-ce que je survis au milieu de cet enfer qui me fait voir le monde en noir régulièrement. Et justement, acceptons que la lumière est en train de s'éteindre parce que c'est à l'intérieur que ça se passe et arrêtons de regarder l'extérieur, commençons à changer ce qui est à l'intérieur pour voir ce qui change à l'extérieur. Sur scène, des entrepreneurs, des dirigeants, managers qui ont vécu les mêmes pressions, qui sont allés changer ces choses-là et qui témoignent. Et puis dans un second temps, des gens comme François qui vont intervenir, qui ont des business qui pèsent plus lourd encore et qui peuvent montrer autour de tables rondes, répondre à des questions sur comment est-ce qu'on peut trouver la sécurité pour aller dans ces changements-là. Ça se passe le 5 décembre au Pasino de la Grande Motte. Bon, tu l'as déjà vu puisque du coup il y avait déjà plein de petites vidéos dans cette vidéo qui te l'avait averti. François, selon toi, comment est-ce que tu pourrais inviter la personne qui regarde ce podcast à nous rejoindre à cet événement? Qu'est-ce qui serait important pour toi qu'il vienne goûter dans cette soirée? Ça peut être c'est une petite conclusion en même temps finalement de l'émission. Et bon, d'aller chercher les personnes qui en sont conscientes, mais la spiritualité aussi d'un point de vue un peu plus terre à terre, presque un peu plus économique, j'ai envie de dire. C'est dans les années qui ont passé ce qu'on appelait un être humain qui était égocentré. Ce qu'on appelait d'un point de vue économique, la tendance, c'était ce qu'on appelle l'humanisme, avec un grand H. C'est-à-dire que tout d'un coup, le fait de mettre de côté la spiritualité, c'est que c'était l'être humain qui était le plus important. C'est-à-dire que l'être humain était au centre du monde, au centre de l'univers, quitte à à détruire la planète, enfin la nature avec un grand N. Voilà, c'était l'égocentrisme pur, de par le nihilisme, encore une fois. Le fait de comprendre ça et donc d'aller vers des gens, voilà, pour le coup là c'est un séminaire avec 1000 personnes qui peuvent avoir des logiques comme ça, c'est qu'on sort de cet humanisme pur, donc très égoïste et égocentré, pour aller sur comment appeler, mais une transcendance, on pourrait appeler la vie, toi, avec un grand V, où en fait, non, on n'est pas du tout le centre du monde, encore moins le centre de l'univers, toi. On fait partie d'un tout. Après, il y a des contextes, même si tu veux parler d'écologie, on n'en a pas du tout parlé, mais il y a des choses importantes qu'il faut dire. Mais le fait de s'en rendre compte et d'avoir juste cette logique-là dans les personnes que tu vas rencontrer, les conférences que tu peux entendre, et de créer, que ce soit business ou de faire des investissements avec cette logique-là, c'est-à-dire, ok, je suis pas égocentré, mais je fais partie d'un tout, et même d'un point de vue scientifique, on en avait parlé avant de tourner l'émission, mais ça c'est vraiment la casquette de scientifique, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'expliquer ou non, et qui donnent raison à des choses spirituelles, même dans la physique pure, hein, dans l'univers, dans l'expansion de l'univers,
des notions comme le temps qui ne sont finalement pas linéaires, des choses qui sont en train d'être démontrées en ce moment même, de ce qu'il y avait avant le Big Bang, des choses que tu peux gérer par toi-même d'un point de vue spirituel qui s'expliquent d'un point de vue scientifique qui n'était pas encore le cas il y a 10 ans. Donc c'est pour ça que c'est important à la fois de rencontrer des gens alignés et avoir une ouverture d'esprit comme celle-ci, quoi. Logique de transcendance. Ouais. Et du coup, c'est ça, ce à quoi ils peuvent goûter sans entendre des événements comme ça. D'ailleurs, je te remercie parce que tu viens de me mindfuck un petit peu. J'ai l'impression que quelque part, il y a quelque temps, on s'est rendu compte que le monde ne tournait pas autour de la Terre et que maintenant, on est en train de se rendre compte que le monde ne tourne pas autour de l'humain. Mais comme tu le dis, on appartient à un grand tout et qu'il est temps de comprendre comment s'unir dans ce grand tout pour reprendre un vrai pouvoir. François, je te remercie infiniment pour cette discussion, c'était très plaisant. En effet, ce sera peut-être un peu long comme podcast, mais au moins on a dit ce qui était important de dire. Je te remercie infiniment. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aurais envie de poser comme pour conclure définitivement ? Voilà, je pense que la conclusion était plutôt pas mal. Là, j'ai bien aimé ce que j'ai dit à la fin. Super. Non, mais après, avec grand plaisir de vous rencontrer si vous venez le 5 décembre, tout simplement. S'il y a un sujet en particulier que vous voulez traiter, évidemment, n'hésitez pas à m'en faire part ou à me malpaguer pour en discuter avec grand plaisir. Carrément. Les informations sont dans la bio pour suivre les informations de François, pour suivre les informations de l'événement. Ouais. Merci beaucoup et à bientôt. À très vite. Cool. Comment tu te sens ? C'était bien. Ouais. T'es dans le flow, hein ? Oui. Ouais.